Mercredi 1er avril 2026, mais non, ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes bel et bien là sur Spectrum Télévision dans le cadre de la Nuit du Sport comme chaque mercredi soir. Au menu de ce magazine, dans la pause actu aujourd'hui, l'équipe nationale de judo est de retour au Cameroun après avoir pris part à l'Open africain de judo de Dakar qui s'est disputé le week-end dernier. Le Cameroun a décroché 2 médailles d'or chez les seniors, une médaille d'or chez les juniors et une médaille d'argent chez les cadets. Plus de détails dans un instant. Et également dans la pause actu, on parlera basketball avec le camp Vision destiné à valoriser les écoles de formation des jeunes basketteurs. On va également nous intéresser à l'athlétisme avec la deuxième journée du meeting interclub qui s'est déroulé sur les pistes bleues du stade Omnisport de Bepanda, ici même à Douala, le week-end dernier. Le tennis est également au programme de ce magazine avec l'Open national du port autonome de Douala PAD qui se déroule actuellement au complexe sportif de Ebok Tennis Academy de Kakesouza, non loin de la ville de Douala. À suivre donc les réactions de quelques athlètes qui prennent part à ce tournoi dédié aux seniors, dames et messieurs. Et en seconde partie de ce magazine, on parlera football avec notamment la participation de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe senior A, au tournoi amical FIFA Série 2026. C'était du côté de Melbourne. Une victoire, une défaite, c'est le bilan du Cameroun à l'issue de ce tournoi. On fera le point, analyse tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission avec nos différents invités. Déjà 3 sur 4 en plateau ce soir. Jérôme Mbango, agent de joueur, est avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de retrouver encore ce plateau, ça fait quelques temps. Ouais. Donc je dis aussi bonsoir à mes co-panélistes. D'accord, Joël Mbanga, il est entraîneur d'athlétisme. Entraîneur international d'athlétisme. Entraîneur international, ça il faut le préciser, promoteur aussi d'école d'athlétisme, plusieurs casquettes en fait. Hein. Joël, bonsoir. Bonsoir Lydie, merci une fois de plus de m'avoir sollicité sur votre plateau. Je dis merci à tous ceux qui ont participé au deuxième meeting interclub à Douala. Merci à toutes les écoles d'athlétisme et merci particulièrement à Queens, Sport Athlétique et tous ceux qui ont été avec nous. Voilà, on fera justement le bilan tout à l'heure. Et Martin Biletanga, entraîneur de football, est avec nous sur ce plateau. On le retrouve avec beaucoup de plaisir. Coach, bonsoir, bienvenue. Merci Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Et l'entraîneur de basketball, Marcia Yudom, est également attendu incessamment sur ce plateau. Alors on va donc démarrer par la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Je le disais tantôt, on démarre avec le judo, avec 2 médailles d'or. Le Cameroun notamment termine 3e au classement général de l'Open africain de judo, disputé à Dakar au Sénégal du 27 au 29 mars dernier. Anita Sopi Mbela, on la voit, par exemple, là, est de retour sur la scène internationale et elle a décroché la médaille d'or dans la catégorie des plus de 78 kilos. Baba Mathia, ici, à l'image, avant Fiona, Baba Mathia qui a également remporté la médaille d'or chez les moins de 52 kilos. Et il faut également préciser qu'outre ces 2 médailles d'or, Fiona Samembongo permet au Cameroun d'occuper également une 7e place dans la catégorie des moins de 57 kilos dans cette compétition dominée par l'Algérie qui totalisait 8 médailles d'or, suivi de l'Inde avec 2 médailles d'or et une médaille de bronze. Le Cameroun était donc 3e avec 2 médailles d'or. Signalons que dans ce tournoi, notre pays a engagé 4 judokas dames parmi les 146 athlètes inscrits, représentant 26 pays et 4 continents. Avant les seniors, dimanche dernier, les athlètes engagés dans les catégories inférieures
ont également livré des combats intenses sur ce tatami du Dakar Arena. Occasion pour les sœurs Samembongo de marquer évidemment leur empreinte dans cette compétition. Chez les juniors, Fiona Samembongo continue sa progression en remportant la médaille d'or. C'était vendredi dernier. Et samedi, chez les cadets, sa petite sœur Myriam Samembongo a décroché la médaille d'argent chez les moins de 52 kilos. Le Cameroun, donc, qui termine ici 5e sur 13 pays engagés avec 53 judokas venus de 4 continents. Il faut rappeler donc que la délégation, la Team Cameroun, est donc de retour au bercail après cet Open de Dakar. Et désormais, les prochains challenges sont en préparation, notamment le championnat national individuel junior, senior, dames et messieurs, prévu du 11 au 12 avril à Yaoundé, et les championnats d'Afrique individuels, dames et messieurs et par équipe, qui vont se disputer du 24 au 28 avril 2026 à Nairobi, du côté du Kenya. Peut-être le coach Mbanga, un commentaire sur la participation de la Team Cameroun à cet Open de judo de Dakar. Oui, une fois de plus, merci Reine. Le judo camerounais n'a pas baissé ses bras et continue. Ce qui me fait encore plaisir, c'est la présence de Sopimbela Richel, un enfant que je connais depuis le lycée des Bonnets, quand j'y étais. Elle a commencé par l'athlétisme, lancer de poids. Après, elle commence à prendre des kilos. Elle commence à jouer au handball. Elle a joué au handball. Après le handball, arrivée ici à l'université, je lui ai prodigué également des conseils que non, tu ne dois pas arrêter. Avec ton corps-ci, tu peux faire le sport de combat. Et c'est comme ça qu'elle est allée dans le judo. Et Richel nous a tout montré jusqu'aux Jeux Olympiques. Vous avez vu dernièrement, elle est de ce coin. Et Boné Ndungue, c'est juste peut-être 1 kilomètre de séparation. Et je l'avais de la classe de 3e jusqu'en première. Après ça, elle est sortie. Bravo. Donc aujourd'hui, vous assistez quand même à sa progression. Vous voyez comment elle évolue dans une discipline qui n'était pas la sienne à la base. Oui, oui. Voilà. Ouais. Ça, je suis très content de tout ce qu'elle fait. Je dis toutes mes félicitations à ses coachs de judo, qu'ils continuent à travailler et puis je crois que ça ira au-delà. Est-ce que vous avez détecté en elle, coach Mbanga, je ne sais pas, une graine de championne? Qu'est-ce qui vous a amené, peut-être en dehors de son poids, vous l'avez dit, elle a pris des kilos. Qu'est-ce qui vous a concrètement amené à l'orienter vers les sports de combat? Bon, ça a été juste un conseil parce que je la connaissais trop autoritaire. Trop autoritaire parce que tous ceux qui font, par exemple, ces sports de combat sont toujours les gens qui ne veulent pas perdre. J'ai dit, bon, ok, il faut y aller. Et ça va te réussir. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas. Parce qu'il faut rappeler quand même que Richel a été championne d'Afrique. Oui. Voilà, donc c'est pas rien du tout. Et ça, on va dire aux gens de l'ONACO, mes félicitations également pour leur fille. Voilà. Alors, peut-être Martin Miletanga, vous qui suivez évidemment l'actualité de manière générale. Oui, je dis, Lydie, le judo camerounais n'est pas mort. C'est une source, c'est comment dire traditionnellement une source de médailles dans les compétitions internationales et voir que les Camerounaises continuent comment ça à nous ramener des médailles. Qu'est-ce que tu veux? On va seulement dire bravo et que le travail continue. On a vu les sœurs Williams, par exemple, au tennis. Là, on est en train de voir grandir les sœurs Samembongo. Fiona l'aînée, la cadette Myriam. Et dans cet Open de Dakar, Fiona a eu la médaille d'or chez les juniors. Et chez les cadets, c'est sa petite sœur Myriam qui a décroché la médaille d'argent. Oui, parfois, c'est une même famille, avoir
d'avoir deux pratiquants d'une même discipline, ça crée déjà de l'émulation au sein de la famille et généralement, on va dire comme ça, une concurrence qui peut être plus ou moins saine dans le sens où généralement le cadet ou la cadette tend à chercher à faire meilleur que l'aîné, bien qu'au départ, prendre d'abord l'aîné comme le modèle et puis par la suite se dit pourquoi pas, je serais capable de faire un peu, de faire mieux que toi. Donc à ce moment-là, ça engage une concurrence. Mais en général, qu'est-ce que fait l'aîné? L'aîné a tendance, avec sa posture d'aîné, d'aider donc le cadet ou la cadette dans tirer vers le haut, afin de meilleures performances. Et ce n'est donc pas souvent par hasard qu'on arrive à voir que le cadet ou la cadette arrive parfois à avoir un parcours parfois un peu plus élogieux que celui de... En tout cas, on va bien suivre le parcours de ces jeunes, c'est les sœurs Samambongo au judo. Jérôme Bango, il y a évidemment eu cet Open de Dakar. Le Cameroun était engagé avec 5 athlètes dames uniquement, 4 médailles à l'issue. Comment est-ce que vous analysez cette performance? Moi, je crois que c'est à remercier. Déjà, tout en rappelant que la continuité, la stabilité de Sopimbela, qui, sur le plan national que sur le plan international, fait toujours ses marques. C'est-à-dire que c'est appréciable parce que vous savez, d'année en année, elle tient toujours le pavé haut. Sur le plan national, sur le plan local, sur le plan international, je le disais tantôt. Même si parfois... Oui. Et puis, vous savez, dans cette discipline, c'est la rigueur dans le travail. Si vous n'êtes pas en activité, si vous vous égarez un peu sur le plan mental... Il faut rester constant dans l'entraînement, dans les entraînements. Et puis, on a un peu la chance d'avoir... son manager ou alors quelqu'un qui l'a si bien orienté dans la plupart de ces disciplines et elle a pu trouver ses marques au niveau du judo. C'est appréciable parce qu'il faut dire que malgré qu'au départ qu'elle n'était pas judokate, qu'elle arrive dans cette discipline, qu'elle parvient à grandir des médailles d'année en année, je crois que c'est une référence dans cette discipline et je crois que c'est un modèle à suivre tout simplement. Et maintenant, en ce qui concerne les autres, je crois que le Cameroun a toujours été cette nation qui... Et lorsque les athlètes s'y mettent dans la plupart des disciplines, vraiment avec un peu de rigueur, ils y réussissent. Donc on peut que dire bravo de ce cas-là, de ce côté-là, parce qu'il faut dire, du côté de Dakar, terminer 3e derrière l'Algérie, l'Inde, et peut-être les autres qui sont arrivés. Donc il faut tout simplement apprécier parce que ça travaille tellement dur de ce côté-là. D'accord, merci. C'est bien. Vous faites bien de dire que Annie Sopimbela est un modèle à suivre et on va la suivre évidemment dans les prochaines challenges, les prochaines compétitions, notamment les championnats d'Afrique qui sont prévus vers la fin du mois d'avril, de ce mois d'avril du côté du Kenya. Mais avant cela, on rappelle qu'il y a le championnat national individuel junior, senior, dames et messieurs qui va se disputer du 11 au 12 avril du côté du gymnase de Fondena, c'est à Yaoundé. Alors, avec Joël Mbanga, on va s'intéresser à l'athlétisme. On parlera basket tout à l'heure, le temps que tout soit, tout soit OK. On s'intéresse à l'athlétisme. Adonis Yamen qui a su la réalisation ce soir. Les pistes bleues du stade Omnisport de la réunification de Douala ont accueilli le week-end dernier la deuxième journée du meeting inter-club d'athlétisme. Voici justement quelques réactions recueillies à l'issue de cette compétition. Ce que nous avons mis comme plan d'exécution pour 2026, c'est en train de se réaliser au niveau de XL. Vous voyez, à chaque premier meeting, un mois avant, nous avons eu un report. Et ce meeting également, nous avons un nouveau record. Ça veut dire que ce que nous avons mis comme plan d'exécution en train de se réaliser. Et je voulais signaler que, vous savez, dans 3 mois, moins de 3 mois, nous avons le championnat d'Afrique. Tout à l'heure, vous voyez notre petit athlète qui vient de faire 2m14. Le minimum du championnat d'Afrique, c'est 2m12. Ça fait que le meeting de Douala nous a encore apporté des satisfactions. En dehors de lui, nous avons eu M. Amayadi,
il nous a fait 10 secondes 41, 100 mètres. Donc, le fait qu'on ait cette piste rapide qui a été offerte par la Confédération africaine dans notre pays, le sentiment que nous avons en tant que directeur technique national, c'est un sentiment heureux de satisfaction. Et je crois que dans un mois, le 25 à Bafoussam, nous aurons encore d'autres surprises. Moi, c'est Ibrahima Amayadji, athlète du club Athlète in Action et international camerounais, sprinter de 100, 200, 400, 4x4 et 4x100. Bon, la journée d'hier était très fructueuse. Je rends grâce à Dieu pour mes minima que j'ai accomplis aux 100 mètres. Et avec le coach a été très fier, mais il manquait quelques réglages. On a fait quelques réglages hier, on a beaucoup causé pour la journée d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas vraiment donné comme on voulait. Mais on prend ça comme ça et on se met au travail pour nos objectifs fixés avec mon coach, qui est le coach Chamaki. Et pour cela, on va rentrer aujourd'hui travailler pour mieux faire et atteindre nos objectifs qui est le championnat d'Afrique, les Jeux du Commonwealth et d'autres meetings internationaux. Bon, personnellement, mon personnel best aujourd'hui, je suis très très satisfait parce que mon précédent personnel était à 2,10 m. Du coup, je suis quitté de 2,10 à 2,14 d'un coup. Et c'est également les minima pour le championnat d'Afrique qui va se tenir du côté du Ghana en mai. Donc, de ce côté-là, je manque même les mots. Je manque les mots, je vous assure. Est-ce qu'on peut dire que le soleil fait des signes de fatigue tout à l'heure? Bon, oui, parce que beaucoup sauter, ça fatigue aussi. Par exemple, laquelle chez nous, au saut en hauteur, c'est pourquoi on ne fait pas les impasses pour rien. Quand quelqu'un fait l'impasse, c'est pour économiser son énergie, pour attaquer la prochaine hauteur. Donc, il est sûr de traverser. Alors, Stilzo, est-ce que Justement, il fallait que je sois largement au-dessus pour pouvoir confirmer mon ticket de qualification. Donc, mes prochains objectifs, c'est de battre le 2,14 m au meeting de Bafoussam qui va se tenir du 25 au 26 avril. Du coup, je dois monter à 2,20 et c'est mon objectif avec le coach. En général, c'est satisfaisant dans le sens où, quoique le climat n'a pas été bon, quoique la piste soit molle, il y a de l'évolution chez la plupart de mes poulains. J'ai plusieurs personnes à baisse. Bon, j'attendais mieux, mais il faut savoir reconnaître chaque progression, même si c'est petit. Donc, je suis content de ce meeting. Beaucoup de leçons qu'on a retenues, beaucoup de choses à corriger. Le travail continue. Donc, sans les clubs, nous ne pouvons rien faire. Et donc, pour nous, il est question donc de les accompagner également. Et notre programme de développement nous permet donc de pouvoir, au terme de chaque année, porter ceux des athlètes qui ont émergé, à les mettre dans les meilleures conditions hors de notre pays, en attendant que nous puissions réaliser ce que nous avons comme plus grand objectif, c'est-à-dire ouvrir un centre d'entraînement au Cameroun pour que la base des athlètes suivis dans les meilleures conditions soit un peu plus large. Voilà ces différentes réactions recueillies après cette deuxième journée du meeting interclub coach Joël Mbanga. On a écouté certains athlètes. On comprend que quand on vient dans une compétition pareille, les objectifs sont quand même différents. Tout à fait. Les objectifs sont différents par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à ce qu'on veut être à l'avance, dans l'avenir. Ce meeting, par rapport à la première journée, nous a quand même montré beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, parce qu'en début de saison, vous démarrez, vous ne pouviez pas être très loin. On compétit, on constate ce qui n'a pas été bien fait, et puis on va travailler pour améliorer. Bon, malgré la pluie et le grand vent de samedi, tout a très bien commencé. Toutes les catégories, il y avait les catégories, le kit, les jeunes qui ont compéti. Le kit athlétique. Oui, le kit athlétique. Bon, nous, l'IDSAF, la World Athletic, pardon, appelle ça le Young Athletic maintenant. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans la terminologie
des AF. Voilà. Non, l'un c'est Kid, l'autre c'est Young, tout simplement. Donc Kid c'est enfant, Young c'est jeune. Donc voilà pourquoi il dit, avant on disait Kid Atletics, bon, maintenant avec la World, maintenant dit Young. Sauf qu'au Cameroun, on est peut-être resté dans le Kid toujours. Oui, bon, il faut peut-être s'arrimer à la donne internationale. Le Young Athlétics. Voilà. Puisque bientôt, il y aura une compétition des jeunes qui sera internationale à partir de l'âge de... On sélectionne à partir des U10 jusqu'à U14. Compétition internationale. Ouais. Bon, on revient à celle de samedi, dimanche. Vraiment, tout a été parfait. Tout a été parfait. Je dis d'abord merci à la Fédération camerounaise d'athlétisme et à son secrétaire général, Charles Kouakoté, qui met des bouchées doubles pour que l'athlétisme avance. Parce que à chaque meeting, il y a un record du Cameroun qui est battu. Wow. À chaque meeting, il y a des minima pour des compétitions internationales qui sont réalisées. Et à chaque meeting, les plus jeunes également atteignent leur personal best. Ouais. Ouais. On a vu le petit Zor tout à l'heure que vous avez vu, il est parti de 2 mètres 10 à 2 mètres 14. C'est une belle progression, ça. Voilà. Il y a Takougoum de FAP Athletic Club qui également depuis peut-être 2 ans était en train de sombrer. Il a perdu pour qu'il revienne à son niveau, il a fallu qu'il change d'entraîneur, hein, pour qu'il travaille avec le coach local pour revenir à battre encore son propre record, hein, du Cameroun qui détenait à 17 mètres 50. Ouais, c'est tout ça. Nous sommes contents et je crois quand même que ça va aller encore. Donc vous étiez plutôt satisfait sur le plan sportif. Sur le plan sportif, on était satisfait. Chez les plus petits, on a vu comme il disait tout à l'heure, 2 sœurs. Il y a 2 sœurs, mais elles sont jumelles. Les guidoles. Il y a une qui s'appelle Ivana, qui fait 100 mètres et saut en longueur. Non, Audrey fait saut en longueur et Ivana fait le saut en hauteur. Vous voyez, à 11 ans et demi, une fille qui part au premier meeting, elle était à 1m35. À 11 ans. 11 ans et demi, 1m35. Dimanche, elle a fait 1m45 et elle est échouée à 1,50. Elle a arraché les applaudissements des poches des spectateurs. Au même titre que ce que Zor a fait, hein, chez les hommes, 2,14 m. Sa sœur jumelle est en train de faire 4,75 m au saut en longueur. Et les deux ont couru le 100 mètres, ce qui fait la longueur. Elle est plus rapide que sa sœur jumelle. Elle est passée au 100 mètres en 13,1. Et l'autre est passée en 13,5. D'où, quand je regarde, je dis, avant la fin de la saison, elles vont courir à moins de 13 secondes. Les autres athlètes également, bravo à tout le monde chez les jeunes, parce que tous les jeunes ont très bien travaillé et tous les jeunes ont vraiment progressé. On comprend justement, coach Martin Beletaga, vous qui êtes également dans l'entraînement, ce travail à la base là. Parce qu'on revient toujours à ça, ce travail à la base. On nous parle de ces jeunes-là à 11 ans qui sont quand même en train de réaliser quelque chose de super. C'est important quand même que dans chaque fédération, qu'on puisse
mettre un accent là-dessus? Oui, c'est extrêmement important. Il vaut mieux que l'enfant commence assez tôt. Et déjà, même si on commence assez tôt, on conseille déjà beaucoup à éviter une spécification précoce, parce que cela par la suite peut exposer aux blessures. Donc une coordination générale d'abord, la coordination spécifique viendra au fur et à mesure, oui. Mais c'est-à-dire quoi concrètement? Excuse-moi, j'étais déjà un peu lancé là. C'est-à-dire les jeunes, tu vois, il y a l'une qui fait, par exemple, il y a possibilité de faire plusieurs disciplines en même temps. Oui, ça permet de se découvrir, de travailler de manière plus générale et au fur et à mesure qu'on avance, et puis on va donc se spécialiser. Mais en même temps, mais en même temps, il faut comprendre que le muscle, plus tôt il s'engage dans une certaine discipline, plus tôt il va acquérir des spécificités au niveau de cette discipline-là, donc qui va permettre de performer au fur et à mesure, parce qu'il y a ce qu'on appelle une mémoire musculaire, donc ça aide également. Donc là c'est des jeunes qui sont en train de travailler, et là c'est un travail de vitesse. Là il y a ils vont dire anaérobie à lactique, parce que là c'est vitesse 100 mètres et puis le saut en longueur, le saut en hauteur, donc ce genre de choses. Ça au niveau des jeunes, c'est déjà une assez bonne chose, je pense, avec un travail spécifique qui est fait, et surtout que je pense pour les encadreurs au niveau des jeunes, ils savent que l'humain est assez important. C'est-à-dire on ne va pas forcer les performances à tout prix au point de au point de griller entre guillemets l'enfant. Voilà pourquoi on va respecter entre autres les cycles de croissance, par exemple, de l'enfant. Là, les enfants de 11 ans, oui, c'est des filles, oui. Est-ce qu'elles sont déjà pubères ou pas, donc avoir leur menstru ou pas? Donc on va voir, parce qu'à partir du moment où elles commencent à avoir, il y a une production hormonale qui va se faire, notamment chez les garçons, ça va être la testo, beaucoup plus de testo, alors que chez les filles, c'est les estrogènes et ainsi de suite. Mais il faut pouvoir tenir compte de tout ça. Oui, ils sont obligés de tenir compte de tout ça, parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle le pic de croissance. Le pic de croissance, généralement, apparaît en 1 an environ après la puberté. Donc ça, ils sont obligés d'en tenir compte. Donc même au niveau des charges qu'on va mettre sur les enfants, une charge qui est inappropriée peut avoir un impact sur la croissance même de l'enfant. Donc ils sont obligés de tenir compte de tout ça. Travailler avec les enfants demande beaucoup plus d'expertise que travailler avec les adultes. Les adultes, ils sont déjà formés, donc tu vas rien détruire là-bas, enfin, entre guillemets. Mais avec l'enfant, si tu travailles mal, tu détruis l'enfant. Tu vas aller visiter, par exemple, la loi de Volk, tu vas voir ce que c'est que, comment l'os réagit face à des contraintes mécaniques, notamment l'activité physique, et même la loi de Rutherford qui pousse le technicien à savoir que certaines charges peuvent avoir un impact sur la croissance de l'os. Donc, au lieu que l'enfant grandisse, il peut plutôt, dans ce genre de choses. Et il faut que les encadreurs soient formés à ça, parce que l'enfant, lui, il est naïf. Tout ce que tu vas lui demander de faire, il va simplement faire. Et ça, voilà pourquoi est-ce que le travail qu'ils font, quand je vois toujours à chaque fois les éducateurs s'occuper des enfants, j'ai toujours envie de les féliciter par rapport au travail qu'ils font. C'est un véritable travail de sacerdoce. C'est quand je vois les performances de ce genre, je dis oui, vraiment, chapeau pour le travail que vous faites. Voilà, il y a aussi quelqu'un qui s'occupe des jeunes, qui nous a rejoint sur ce plateau enfin, le coach Martial Ludom. Coach, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir au panel. Voilà, vous nous écoutez parler un peu de ce qui s'est passé le week-end dernier en athlétisme, ici même à Douala. Et puis on s'est intéressé notamment au cas de ces enfants-là qui sont quand même en train de montrer des choses assez prometteuses pour la suite. Est-ce que vous également dans le basket, c'est un peu peut-être on imagine la même situation, travailler avec des jeunes, il faut beaucoup d'expertise, comme le disait le coach Martin Miletanga? Bien sûr. Ceux qui réussissent plus avec les jeunes,
on va dire les vieux entraîneurs, comme ça, qui ont déjà roulé leur boss, qui savent, qui ont eu l'habitude des différents dosages et autres. Bon, moi, je félicite de plus en plus les fédérations qui comprennent que on doit commencer à la base avec les plus jeunes et ça nous évite de faire un peu de hasard parce que on commence la détection plus tôt, on développe des études, on développe certains éléments, certains fondamentaux à la base et on sait que à cet âge-là, c'est plus aisé pour un jeune d'acquérir plus facilement des mouvements que ceux qui commencent un peu tard. Oui, donc c'est bien de féliciter ce travail qui est fait à la base. L'athlétisme l'a compris. Je pense que presque tous les sports collectifs et même individuels aujourd'hui le font. Donc ce n'est que bénéfique pour nous, au vu du fait que chez nous, au basket, nous sommes beaucoup plus ouverts au voyage parce que dans les 15, 16, 17 ans, aujourd'hui, avec les performances de nos Camerounais, Joel Embiid, Pascal Siakam, Yves Messi, les Camerounais sont de plus en plus sollicités. Donc, à cet âge-là, quand vous commencez à 10, 11 ans, généralement en 2-3 ans, maîtriser les fondamentaux et puis après, maintenant, c'est d'autres choses qu'il faut travailler sur le plan collectif. Parce que il faut dire que nos sportifs de haut niveau ont souvent des difficultés à s'adapter aux tests en Europe parce qu'il n'y a pas ces fondamentaux qui ont été développés tôt. Dans le passé, on commençait les sports à 19, 20, 21 ans. On trouvait ces jeunes en train de couper les âges, se donnant 15, 14 ans. Sauf qu'au niveau, ça paye cash lorsque vous êtes face à une évaluation. Et aux entraîneurs qui ont l'expérience, il y a un certain comportement qui est totalement affiché. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en train, au Cameroun, de corriger ça. Et on voit de plus en plus nos sportifs sont sollicités et réussissent des tests au haut niveau. Merci bien pour cette précision. On va y revenir à vous tout à l'heure pour parler basket. Je voudrais bien avoir votre réaction, Joël Mbanga. Tout à l'heure, là on parlait, il est important pour le Cameroun d'ouvrir un centre d'entraînement. À quoi ça devrait servir concrètement? Oui, le centre d'entraînement, par rapport à ce que vous avez suivi tout à l'heure, le SG. Actuellement en Afrique, on a des centres d'entraînement. Il y a un à Dakar. On a ouvert déjà un autre au Kenya et en Afrique du Sud. C'est quoi? Nos jeunes athlètes qu'on a ici, une fois que tu atteins certaines performances, tu reçois une bourse de votre comité olympique national qui vous envoie d'aller vous entraîner par exemple à Dakar. Et là, c'est pour performer et pouvoir être suivi par d'autres clubs et te permettre également, s'il y a des compétitions à l'extérieur, des Open, là-bas, un sponsor peut vous amener à aller compétir. Plus ces enfants compétissent, sortent maintenant, vous voyez que ça va très très vite. Vous aviez suivi la dernière fois 2 Camerounais au championnat du monde en salle. Aux 60 mètres, les 2 Camerounais étaient en demi-finale. Un est passé en finale. Ça, vraiment, il faut qu'on se félicite. Et qu'on félicite également cette fédération qui est en train de faire ce travail. Et ces centres-là, ceux qui sont anglophones, on peut les orienter vers le Kenya ou l'Afrique du Sud. Mais c'est Dakar, pour nous les francophones, qui est trop ouvert. Celle qui est là actuellement, c'est... Il y a une fille là qui fait 100 mètres, 100, 200. C'est... Hoche. Ok, je vais... Emmanuel Saint-Louis, il est où?
Emmanuel Sémé, lui, il est déjà au Portugal. Lui, il n'est plus au niveau des centres. Oui, il n'est plus au niveau des centres. Oui. Comme on se disait tout à l'heure, ces jeunes qui sont en train de monter, maintenant, on les remet entre ces spécialistes, ces entraîneurs. Il disait tout à l'heure qu'il est interdit de laisser les tout petits enfants, je ne sais pas où lui ou vous, il est comme quoi que les enfants, ce sont ces anciens entraîneurs, les vieux. Ouais, le coach Udom. Ouais. C'est le coach Udom. Udom, oui, c'est lui qui Voilà. Moi, j'ai 54 ans de pratique en athlétisme. Waouh! 54 ans. J'ai pratiqué, j'ai entraîné et tout ça. Donc, les tout petits enfants. J'ai laissé les grands athlètes. J'ai dit, je m'occupe des enfants, je sais ce que c'est. Voilà pourquoi j'y suis. Les centres, il faut, si on les a au Cameroun, les centres d'entraînement, ça, aucun enfant ne sortira plus du Cameroun pour aller à Dakar, ou bien au Kenya, ou bien en Afrique du Sud. Tout se fera ici au Cameroun. Et ils seront pris en charge comme ils sont pris en charge partout ailleurs. Ouais. D'accord. On attend la concrétisation, de ce prochain Nous tous on le souhaite que cela se fasse très vite. Et est-ce qu'il y a une ville qui a la préférence? Pour le moment, il n'y a que l'instance supérieure qui peut choisir là où mettre son centre. Oui, c'est vrai que la décision sera stratégique après avoir été administrative, mais je pense quand même que les techniciens auront leur mot à dire. Oui. Bon, les techniciens auront leur mot à dire et avec les infrastructures qui seront dans la ville où on veut. Mais si la ville qu'on a choisie, par exemple, on dit Limbe. Limbe a un stade omnisport. Mais est-ce qu'il y aura tout là-bas comme ailleurs? À Douala, par exemple, on a le stade de Chapoma. Moi, personnellement, en tant que technicien, je ne considère pas beaucoup Douala, compte tenu non, au-delà de la saturation, c'est que le niveau par rapport au niveau de la mer. Donc, par rapport au niveau de la mer, travail pour les athlètes qui généralement travaillent un peu en altitude, donc plus ou moins en altitude, ils auront toujours un meilleur avantage par rapport à. Oui, mais ça dépendra aussi. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire au Sénégal? Regardez Dakar la situation géographique, Dakar est plat. Oui, mais si nous avons la possibilité de travailler, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de... Je ne sais pas, je ne connais pas leur... Mais c'est qu'à Dakar, on a beaucoup plus les sprinteurs et tout. Oui, les sprinteurs, c'est mieux, ça peut bien... Mais s'il faut travailler, par exemple, en altitude, là, c'est pour préparer les athlètes qui font dans le grand fond et le moyen. Oui. Ouais. Mais aujourd'hui, le Kenya aussi est en train de se révolter dans toutes ces choses. Vous avez vu que Ferdinand Amaina, c'est un Kenyan, c'est lui qui a la meilleure performance des Africains aujourd'hui. Tu vois un Kenyan au 100 mètres qui bat tout le monde. L'avantage même pourrait, on ne va pas ouvrir un débat scientifique éternel, l'avantage de travailler souvent en altitude, même pour les gars qui font, notamment dans les sprints, c'est que à la longue, c'est pas que ça va forcément augmenter c'est-à-dire la vitesse de contraction musculaire, mais c'est que ça va augmenter leur capacité à répéter des sprints. Oui. Et oui, parce que l'organisme va récupérer plus vite. Et à ce moment-là, par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être dans une séance de 2 heures, disons par exemple comme ça, au lieu de faire peut-être 15 répétitions, ils seront capables peut-être d'en faire 20 ou 25. Et avec ce nombre de répétitions, à la longue, ils vont développer certainement des aptitudes un peu plus grandes. C'est plus dans ce sens-là que je vois ça dépendra aussi de ce que l'entraîneur cherche pour l'athlète. Oui, pour l'athlète, c'est vrai. Ça, on comprend qu'il faut mener une réflexion là-dessus. Oui, il faut mener une réflexion. Voilà pourquoi le technicien, on doit tenir compte de l'avis des techniciens en la question. D'accord. Alors, prochain challenge, les championnats d'Afrique d'athlétisme. On a entendu beaucoup d'athlètes tout à l'heure. Oui, jubilé pour avoir réalisé les minima. Ça,
ça me va droit au cœur, je suis content, je les félicite tous. Il y a Takougoum, lancer de poids, il y a lui, Zor, Steve, au saut en hauteur, qui est arrivé à 2,14 m. Il vous promettait qu'avant d'arriver au Ghana, il faut qu'il franchisse la barre à 2,20 m. Oui, ça à 2,20 m. Donc, tous ceux qui vont réaliser les minima au Ghana, ça sera vraiment une autre bagarre là-bas. Et je crois tous monteront sur le podium. Le podium. Écoutez. Sauf que la particularité que je voudrais un peu ajouter là-dedans, on a vu le meeting ici du côté du stade Japoma, les Camerounais n'ont pas performé. Parce que je vais dire, par exemple, la différence qui pourra se jouer du côté du Ghana, c'est que quand ils arrivent dans les tournois un peu internationaux, ils s'égarent un tout petit peu. Donc on a vu que les étrangers, par exemple au meeting la dernière fois du côté du Japoma, que les Camerounais n'avaient pas vraiment été au top des tops. On voit qu'ici là, qu'ils ont excellé, qu'ils sont bien dans les jambes. Peut-être parce qu'on a... Ce championnat national, ce meeting, interclub et tout. Mais maintenant, les championnats d'Afrique, c'est autre chose. Voilà, lorsqu'on atteint un cap et qu'on trouve la concurrence avec d'autres internationaux, ça devient peut-être un peu plus pénible psychologiquement, d'où le travail des entraîneurs et des autres staffs qui accompagnent les entraîneurs ont toujours travaillé, et très bien. Moi, ce que je vous demanderai d'enlever, c'est ce mot d'égarement. Personne. Oui, très bien. Pourquoi? Je dis bien quand on a le meeting du Japoma, le meeting africain. Non, vous aviez dit aux meetings internationaux qui s'égarent. Donc vous n'aviez pas cité Japoma. Japoma, qu'est-ce qu'il y avait? S'il y avait problème, il n'y avait que le Cameroun seul pour son équipe, savoir là où il faut. Mais je ne voudrais pas revenir en 1996, là où on a vu que les femmes. Vous vous souvenez ou bien vous avez vécu le premier championnat d'Afrique que le Camerounais organisait, c'était les femmes qui étaient devant. Japoma 2025, on a toujours vu les femmes. Tout dépendait de la préparation. Et comme c'est le Cameroun qui organisait, on a autorisé au Cameroun d'ajouter si le Cameroun devait présenter par exemple 5 athlètes, le Cameroun pouvait aligner même 8. Donc, est-ce que ces 8 athlètes, les 3 qu'on a ajoutés, avaient le même niveau que les autres? Mais sinon, tous ces enfants ont très très bien travaillé. Si ce n'était pas le problème de s'aimer avec ce truc, il est qualifié, n'est pas qualifié, et le problème de transport dans l'organisation. Il faut partir d'ici, de son hôtel, les embouteillages, et s'aimer. Il était obligé de sortir du Yango qu'il avait pris, parce que même les bus qui ne pouvaient pas circuler. Il a pris une moto pour arriver au stade. Psychologiquement, tu es comment? Ça, c'est vrai. Dans l'athlétisme au Cameroun est en train de progresser grandement. Et les entraîneurs et les administratifs travaillent grandement aussi pour qu'on atteigne le top niveau. Il y a combien? Est-ce qu'on parlait du Cameroun? Et avant les championnats du monde en salle, vous avez vu Essémé, il était parmi les 8 meilleurs sprinteurs du monde. Il a eu mal, il n'a pas fait le championnat du monde en plein air. Donc, wait and see. On attend de voir comment les athlètes camerounais... Au championnat des Arabes, ou alors je crois que du côté du Moyen-Orient, il a performé. Donc c'est déjà félicitations. On espère tout simplement que de votre côté là, les entraîneurs se mettent vraiment à fond pour donner aux athlètes les meilleurs résultats. Ils sont en train de travailler. Voilà, donc, ils sont en train de travailler et ne vous souciez pas. D'ici 2 ans encore, vous allez voir ce que les athlètes camerounais vont faire. Donc en attendant, on va voir ce qui va se passer au championnat d'Afrique. Au championnat d'Afrique. Du côté du Ghana, voilà. Alors on parle basketball maintenant avec vous, coach Martial Yudom, avec ce camp
qui est organisé pratiquement chaque année maintenant, je pense, pour essayer de valoriser le travail des écoles de formation. Et c'est un camp les présélections qui se déroulent dans pratiquement toutes les régions du Cameroun, donc afin évidemment d'intéresser davantage, on imagine, les jeunes amoureux du basket. Racontez-nous un peu comment ça se passe et quels sont les objectifs déjà. Déjà, le camp de basket a été mis sur pied en 2021 par Steve Chenga. Ouais. Assistant coach au Boston Celtic, champion NBA, je le dis, qui est parti du Cameroun, était un jeune qui a grandi ici, s'est entraîné ici. Il était mon jeune joueur que j'ai formé. Il a eu une bourse d'études, il est allé aux États-Unis. Il a fait sa carrière de joueur, malheureusement il s'est blessé. Étant en G-League, en NBA, et donc il s'est reconverti en entraîneur de basketball. Il a donc mis sur pied ce camp de basket pour développer les jeunes, faire comprendre à ces jeunes qui ne les a pas oubliés, passer le message aux Camerounais que à travers ce camp, on peut développer d'autres axes. Parce que nous avons commencé par le basket, on compte s'étendre à d'autres disciplines, le temps de maîtriser le basket. Donc là, à ce camp, on sélectionne 100 jeunes. 10 par région? Non, 100 jeunes, 56 garçons, 44 filles. Okay. On fait le tour du Cameroun pour sélectionner les jeunes. Les quotas, généralement, sont faits en fonction du nombre de jeunes par région. Parce que il faut dire que dans la région du littoral du centre, il y a plus de jeunes. Maintenant, on essaie de diviser le nombre de jeunes en fonction de ces régions. On fait le tour de tous les départements, presque tous les départements. Dans le nord, on a fait, pour citer rapidement, Di, Ngaoundéré, Garoua, Amaro, on est allé à Yagua, on a fait Kaélé, on a fait Maro même. Et dans l'ouest, on fait presque tous les départements pour sélectionner ces 100 jeunes joueurs. On avoue que ce n'est pas du tout facile parce que lorsqu'on fait les présélections, on se retrouve avec 400 jeunes et il faut choisir 56, 44. Donc l'objectif du camp, c'est de redonner de l'espoir aux jeunes parce que surtout dans les zones retirées, il y a un manque d'activité. Quand vous avez des jeunes qui sont sélectionnés dans un camp de basket, ils ont Clay Thompson qui ne voient qu'à la télé et que Clay Thompson vient un peu leur donner quelques rudiments pour réussir dans la vie. Et parce qu'on parle d'essai de basket, mais on parle de réussite des jeunes. Et nous pensons que le futur du Cameroun passe par la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, nous avons, depuis l'année passée, attribué une bourse, pardon, pas une bourse, un prime du leadership du camp de 1,5 million que nous avons donné à un jeune de Bafoussam il y a 3 semaines pour montrer aux jeunes qu'ils doivent croire, qu'ils doivent développer la qualité des leaders. Et partout où ils partent, ils doivent se comporter comme des leaders. Et pour être leader, on sait que ça passe par la discipline, ça passe par l'engagement, et être meilleur dans ses études, meilleur dans le basket. Oui. Donc c'est ça en gros. Et nous comptons aller plus loin. Nous sommes à la 5e édition, qui sera généralement après le Summer League aux États-Unis, parce que c'est à cette période que Steve Chenga se libère. Et il vient donc au Cameroun pour s'occuper de ces jeunes qui sont pris en charge dès leur base, parce qu'on paye le transport, ils ont des équipements, tennis, basket, fournitures scolaires, et c'est un des bourses à travers nos partenaires que nous avons sur le plan local, allant de 250 000 à 50 000. Donc voilà, c'est un peu ça. Et après c'est quoi la suite? Quand on a fini de sélectionner ces joueurs-là, qu'est-ce qui se passe? La suite, c'est ces jeunes qui restent au pays doivent comprendre que
ils doivent se développer pour devenir des meilleures personnes. Nous, on ne va pas vous dire qu'on donne les bourses d'études, non. Parce que même si vous dites que vous voulez donner les bourses d'études, sur 100 jeunes, vous avez des bourses d'études, peut-être à 5, peut-être à 10, il va rester 90. Donc, le plus important pour nous, ce sont les 90 qui vont rester. Et nous avons fait venir à notre 3e édition Microsoft qui avait attribué de certaines formations aux jeunes du camp. Et nous pensons même créer des bourses pour les meilleurs élèves sur le plan éducatif. Donc, en réalité, Steve veut montrer à la jeunesse qu'ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui est au Cameroun et quelqu'un qui va aux États-Unis. Il suffit d'être meilleur et faire donner son meilleur. Il ne faut pas envier quelqu'un qui a voyagé. On peut être au Cameroun et réussir. On va dire que nous sommes la preuve. On fait partie des jeunes tous les jours. Nous sommes là, on continue à former. À chacun sa mission. Donc, le langage que nous tenons aux 90 jeunes, on va dire comme ça, aux 95 qui restent, c'est comment faire pour réussir. C'est ça, les clés de la réussite. Et nous avons, pendant les 6 ou 7 jours du camp, une journée non-basket où nous avons des partenaires qui viennent à l'extérieur dans des différents domaines, essayer d'entretenir les jeunes pour qu'ils comprennent déjà comment on fait pour réussir, comment on planifie sa réussite. Tout ça c'est important. Et si on veut passer le langage au Camerounais, qu'en restant au Cameroun, on ne peut pas réussir, je crois que c'est du danger, c'est très grave. C'est ce que nous évitons, que si un enfant décide d'être balayeur, qu'il soit le meilleur balayeur dans sa profession, qu'il soit passionné, qu'il soit sérieux. Et nous, on pense que si vous êtes meilleur dans votre domaine, vous allez réussir. Alors, Jérôme, on comprend, c'est une initiative, c'est vrai, peut-être très peu médiatisée, mais on comprend qu'il y a un réel travail qui est fait dans le fond, parcourir les 10 régions à la recherche des 100 jeunes. Vous avez dit 56 garçons, 44 filles. Bon, on n'est pas dans l'équité. Pour l'instant, les quotas peuvent changer. On n'est pas dans l'équité. Donc, ça viendra, j'imagine. Jérôme, que vous inspire une telle initiative? Moi, je crois que c'est à encourager. Et puis, c'est tout simplement à se faire accompagner par certaines mécènes. Parce que dire que c'est un poids que supportent certains individuels, c'est pas facile. Parce que parcourir les régions, les 52 départements, et pour la pépite ou alors la perle rare, je crois que c'est beaucoup donné en temps, en énergie et en disponibilité. Maintenant, je crois que tout comme les autres fédérations, il faudra dire que c'est vraiment à féliciter actuellement, que ce soit sur le plan de l'athlétisme, que ce soit au niveau du basket. On voit que l'effervescence, on voit que les hommes, les individus, les Camerounais ont pris sur eux de ne pas noircir l'avenir, comme d'autres ont souvent pensé, de faire croire à la jeunesse aujourd'hui qu'il y a de l'espoir qu'en travaillant sur le domaine sportif, qu'on peut avoir son gagne-pain. Donc quand vous savez que si, comme venait de le dire le coach, si vous performez plus tard dans un domaine, vous aurez votre gagne-pain, vous n'aurez pas envié forcément celui qui a traversé la Manche. Donc c'est vraiment un bravo. Maintenant, l'objectif étant là, c'est que au sortir de ça, vous pouvez bénéficier d'une bourse qui peut vous déporter dans l'au-delà. Donc, dans d'autres pays pour pouvoir plus performer. Donc, et puis, un bravo pour celui-là qui a été dans un coin de la rue au Cameroun, qui a eu sa bourse et qui a pensé revenir, redonner ses services pour la jeunesse. Je crois que c'est énormément à féliciter et de savoir que si les fédérations, chacun à son niveau, mettaient sur le même travail là, aller chercher la pépite, aller chercher, parce qu'on dit souvent que le Cameroun est cette nation où il y a assez de matière grise sur le plan sportif. Donc les jeunes en bénéficieront et ça fera que si on a débuté tôt à vouloir chercher les pépites, ça fait aussi que moins qu'ils sont distraits, parce qu'ils auront à la tête les études et le sport. Ça fait qu'ils sont moins distraits, ils sont moins dans d'autres vices de la société. Et voilà, plus tard, ils pourront réussir et sur le plan éducatif et sur le plan sportif.
Et voilà, le Cameroun de demain, on pourra se vanter que nous ne serons pas là et que ça sera un meilleur Cameroun. Oui, Joël, je vous vois acquiescer. Hein? Je ne suis pas agressé, tout au contraire. Non, je vous vois acquiescer. Donc, vous dites oui. Parce que ce que le coach Yudom venait d'expliquer là, c'est ce que nous vivons actuellement en athlétisme. D'accord. Parce que c'est sport et études. Dans chaque club, il y a une association, quelqu'un, comme il venait d'expliquer, qui a aussi pris ça sur lui pour aider l'athlétisme. Tu as ta moyenne au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, à plus de 12, on te remet une certaine somme. On te remet une certaine somme et tes résultats de sport doivent également accompagner ce que tu fais. Si tu as des problèmes, par exemple en langue, comme en anglais, on te trouve un répétiteur, c'est cette association. Qui s'occupe... Excusez-moi de la prononcer, hein, il y a ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a ça, on connaît. Il y a ça. Donc déjà les bourses aux athlètes pour les États-Unis. Les bourses Donc, et ça aujourd'hui, ça encourage tous les enfants. Et certains parents sont contents, eux-mêmes, ils poussent leurs enfants à la pratique de l'athlétisme. De toutes les disciplines du sport où ils peuvent trouver ça, basket, athlétisme et autres. Ça, franchement, là, actuellement, excusez-moi, je le fais, mais je suis déjà en train d'envoyer les bulletins du deuxième trimestre quelque part pour qu'on regarde, afin que tu bénéficies le reste de ta bourse. Ouais. Mais moi, je dirais à la suite du coach que vraiment, il a employé quelque chose qui m'a un peu pris de cœur là, parce qu'il a dit chacun fait son travail. Ouais. Lui, il a entraîné assez de gens qui sont allés de côté de ça. Il n'en veut pas, mais il est là. C'est de former. Qu'il a révélé. Donc, c'est tellement apprécié. Et puis, chacun doit être maître là où je vais dire quoi, là où la nature lui donne la capacité, parce que l'entraîneur, s'il se fâche pour dire que voilà, il a produit des athlètes qui sont plus performants, voilà, plus haut que lui demain, et qui doit arrêter, je crois qu'aujourd'hui les coachs c'est une fierté, je veux dire. Si Tchenga est entraîneur aujourd'hui, je suis son élève. Voilà. Il est entraîné aux États-Unis. Je l'ai formé aujourd'hui. Je dis je suis son élève. Voilà, c'est ça la référence. Parce que lui, il vit le basket au quotidien, avec tout ce qu'il fait. Et au bon endroit. Au plus haut niveau. Et il faut dire même que c'est lui, l'entraîneur, c'est lui qui accompagne l'équipe nationale U19 à la Coupe du Monde. Voilà, donc je dis c'est encourageant. Il faudra tout simplement que d'autres fédérations essayent de copier un peu votre méthode. Ça fera que, comme je le dis, la jeunesse camerounaise de demain sera cette jeunesse où il y aura moins de critiques. C'est quand même important de mettre l'accent sur les études aussi. Oui, c'est sport et études. Tu n'as pas la moyenne en classe, tu ne pars pas en compétition. Nous-mêmes, dans nos centres de formation, nos académies, si un enfant n'a pas 12 de moyenne, il ne t'envoie pas en compétition. Non, mais il faut dire une chose, c'est que de façon naturelle, les enfants qui sont des bons sportifs sont meilleurs à l'école. Parce qu'ils sont disciplinés. Oui, ils sont meilleurs à l'école parce qu'ils sont disciplinés. Le sport en général développe la discipline. Il faut être là à l'heure, il faut respecter les règles, parce qu'un enfant qui est habitué à respecter les règles d'un sport, respecte les règles de l'établissement, les règles pour réussir. Voilà. Coach Biletanga, sur cette initiative. C'est une initiative à encourager. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que c'est... 5e édition cette année, ça fera... C'est vrai, je regrette juste que depuis... Martial, tu étais dans le forum Carrefour des Sports, depuis tu n'interviens plus là-bas, donc... Je publie souvent là-bas. Mais ces derniers temps, si je n'ai pas beaucoup vu, donc ça m'a un peu gêné, parce que généralement, quand il y a une initiative pareille, tu publies et après nous,
on en profite également pour ventiler. Donc là, je regardais là tout à l'heure. Et c'est une initiative qui est vraiment encouragée. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Ça peut faire tache d'huile, ça peut permettre à d'autres gens de suivre le modèle. On va juste applaudir. Oui, tout à fait. Donc pour la prochaine édition, vous souhaitez réagir Oui, j'étais en train de dire, à la suite de tout ceci, nous, on encourage même soit les parents, soit d'autres coachs à la détection. Tu détectes un enfant, après on le met dans un centre de voie professionnel pour que l'enfant... Non, à votre suite même, certaines équipes viennent déjà au camp. Voilà. D'accord. Prendre les jeunes du camp pour leur équipe. Moi, je prends le cas d'un jeune de Bafia. Je suis à la Bafia l'année passée. J'ai découvert un jeune là avec de bonnes mensurations. Et à la fin du camp, je suis reparti cette année à Bafia. On m'a dit qu'il est à FAP aujourd'hui. On paye ses études, on a tout payé. Et dans sa famille, on réfléchissait à comment payer ses études. À travers vous, oui, il a réussi. Privés arrivent à venir s'approvisionner. Avant le camp, on a un tournoi des centres de formation, des U20. Nous avons créé le tournoi parce que nous limitons le camp au U17, donc c'est 13, 14, 15, 17 ans. 16 parce ans. Que, oui, on partait plus bas, mais on a limité à 13 ans parce que les 16 et les 17 ans sont plus dans le besoin. Et puis, c'est leur dernière possibilité. Donc, on a un tournoi des U20 qui permet, c'est une façon de distribuer les ballons. L'année passée, on a distribué près de 600 ballons aux différents centres, dont le premier avait eu 35 ballons et nous sommes descendus jusqu'à 12 par là. Ça permet chaque année au centre de refaire leur stock en matériel. Et nous sommes aussi nous équipons aussi les établissements, enfin pas les établissements, les infrastructures. Le collège de la salle intérieure et extérieure, nous avons refait le terrain, on a fait revenir le revêtement en PVC et même les anneaux, parce que nous avons constaté que les difficultés du basket camerounais à l'international, c'était au niveau de l'adresse. Et la première chose qu'il fallait corriger, c'était d'avoir des anneaux, des bons panneaux, pour que les équipes puissent déjà s'habituer. Et je vous assure, quand nous avons changé les panneaux du collège de la salle, le pourcentage de réussite des équipes en élite était au début à 13%. C'est descendu tellement bas parce que lorsque tu as un anneau qui est comme ça, oui, tu tires juste, ça va entrer. Maintenant, lorsque tu as un anneau qui est carrément rigide comme ça, tu dois t'habituer à ce cercle-là. Et après ça, nous avons mis les mêmes anneaux en Konsamba, à Yaoundé. Et nous avons envoyé ça à Maroua. Oui. Oui. Enfin, vision, ce n'est pas. C'est aussi au niveau. On est en train de faire les infrastructures. Et on a des partenaires qui sont en train de nous accompagner. Nous avons déjà un projet sur Yaoundé pour mettre un complexe. Et on va continuer à le faire. Donc c'est une initiative vraiment, je vais dire, louable. À des moments, j'ai des larmes aux yeux pour ce jeune Steve Tchengang que j'ai eu hier, aujourd'hui qui est en train de faire des merveilles pour le Cameroun. À des moments, j'ai dit que, gars, tu es un vrai Camerounais, parce que, comme j'ai dit une fois ici, qu'il y a les faux Camerounais. Les gens qui sont partis et qui ne sont plus jamais Camerounais. Ils ont tout oublié. Oui. Donc, il n'y a pas eu de retour d'ascenseur. Voilà. Donc, je félicite Steve Tchengang pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous travaillons avec lui au quotidien et je vous assure, ce n'est pas du tout facile de se jeter dans ce projet. C'est toujours les Américains qui le font. Tout ce qu'on reçoit aussi comme matériel, c'est Francis Ngapout qui est aux États-Unis. Au niveau de l'athlétisme. Au niveau de l'athlétisme. Au niveau de l'athlétisme, il a distribué les haies un peu de partout. Ce sont les chaussures de course. On distribue aux athlètes qui n'en ont pas, dans des régions reculées et tout ça. Bon, et ça encourage tout le monde à mieux travailler. Et il faut dire que ça encourage vraiment. Moi, je suis allé à Bafia l'année passée, c'est à peine qu'il y avait 10 enfants. Cette année, il y avait 50 enfants.
Donc, la valorisation du travail des académies est en train d'être faite. Moi, je ne savais pas qu'on joue au basket à Kaélé. Quand je suis arrivé à Maroc, on m'a dit qu'on joue au basket à Kaélé. Je suis arrivé à Kaélé. J'ai trouvé 50, 60 enfants avec 3 mauvais ballons. Et j'ai demandé à la jeune fille qui est là-bas, mais comment tu fais pour travailler? Pour une ville comme ça, on est obligé de faire un don de matériel de ballon pour qu'elle réussisse à développer ces jeunes. Et nous, on pense que pour que le basket se développe vraiment, il faut aller dans cette ville où les enfants ont moins de distractions et autres. Et on espère que on va partir de là pour renforcer davantage notre pépinière. D'accord. Alors avant de clore ce sujet, je voudrais un commentaire rapide, coach, sur le comportement de nos joueurs en NBA. C'est simplement magnifique. Je vais commencer par là. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, on est en termes de basketball l'un des pays les plus, je vais dire, prisés, parce que ça ne s'explique pas que des Camerounais ont de si bons stats. Pascal Siakam est tourné à 30 points. Joel Embiid est pareil. Yves Messi, pour sa première année, il est en train d'atteindre, pour la deuxième année, je veux dire, en train d'avoir des stats que beaucoup de jeunes n'ont pas. Il était encore à l'Afro-Basket pour porter le vert ou jaune. Donc, il faut seulement dire que nous sommes un pays béni. On espère vraiment que notre gouvernement va mettre une politique sportive pour nous accompagner dans ce sens. Et voilà, il y a des initiatives en athlétisme. Il y a Vision aujourd'hui qui détecte les enfants, il y a les entraîneurs. Il y a même au niveau africain des clubs qui viennent déjà recruter au Cameroun en basketball. Et voilà, ça donne aujourd'hui une ouverture. Lorsqu'on sait que le taux de chômage est si grand, ça peut être un début de solution, pourquoi pas, pour réduire ce taux de chômage. Merci bien, coach. Avant de refermer la pause actu, on parle rapidement du tennis avec voilà, cette discipline qui s'enrichit d'un nouveau tournoi. Il s'agit de l'Open national du port autonome de Douala, l'Open du PAD. La compétition se dispute du 30 mars au 4 avril 2026 sur les cours du complexe sportif de Ebok Tennis Academy à Kakesouza. Il faut dire aussi que ce tournoi concerne notamment les seniors, dames et messieurs, et connaît la participation de 84 athlètes venus de différentes régions jusqu'au 4 avril. Donc, les athlètes s'affrontent dans le but de remporter évidemment le trophée. Aujourd'hui, la compétition est rendue au stade des 8e de finale et c'est chaque favori qui veut donc défendre son statut. Des favoris qui sont entrés en scène hier à l'occasion de la 2e journée de ce tournoi. Je vous propose d'écouter quelques athlètes qui participent à cette compétition. Olivia Mendouga, senior dame, Étienne Thébault, Cédric Wobon et Prince Moukam. Je m'appelle Olivia Mendouga Mouvoun, je viens de Yaoundé, précisément du club ASJT localisé à Soie. Eh bien, c'est ma première fois ici à Souza. C'est pour une première fois, c'est une très belle première fois. Je trouve l'endroit très beau, très waouh, et c'est digne d'un grand club comme Ota. Pour mon match, j'étais en 16e et je viens de passer en 8e et avec un score de 6-3, 6-1. Et voilà, j'ai trouvé que j'ai joué d'une manière assez bien parce que je n'étais pas totalement en forme. Donc, il y a certains coups que je forçais, mais j'espère corriger ça pour mon prochain match et pouvoir passer encore. Je m'appelle Étienne Thébault, numéro 1 national, tennis club de Douala. Par rapport à mon match d'aujourd'hui, c'était pas un match facile parce que l'entrée en tournoi c'est toujours compliqué pour moi. Donc je suis content d'avoir gagné ce match. C'est vrai que mon adversaire en face c'était pas aussi un petit joueur, il avait un très bon service et un très bon pouvoir. Donc il fallait qu'il puisse trouver les failles pour pouvoir prendre le dessus sur le match. Mon objectif à moi concernant ce tournoi, comme tout le monde, c'est de rentrer avec la cagnotte. Donc je sais que la compétition ne sera pas facile pour moi, donc je dois m'appliquer sur chaque match. L'essentiel c'est de gagner le match, quel que soit le score. Bon Cédric, je viens de finir mon match qui s'est soldé par une victoire 6-1, 6-0. Mes impressions sont
sont satisfaisantes, d'autant plus que moi en tant que jeune joueur, c'est pas facile de pouvoir tenir jusqu'à ce niveau. Moi, on essaye de se battre pour pouvoir rester toujours en chambre. Donc je pense que par rapport à mon adversaire, j'ai pu le contrer sur tous les plans, que ce soit au niveau du service, que ce soit au retour du service. Et je ne l'ai pas laissé en un seul moment respirer. Donc je pense que c'est aussi un joueur de très bon niveau, mais il manque beaucoup d'expérience. Je pense qu'à travers ce tournoi, il va devoir acquérir beaucoup d'expérience par rapport au tournoi. Salut, je m'appelle Monkan Prince Gilles, j'ai 13 ans, c'est un joueur de tennis à Oibok Tennis Academy. Aujourd'hui, j'ai joué mes matchs de 16e et j'ai gagné. J'ai joué mon ami Moiwo Arnold et le match s'est bien déroulé. J'ai fini par gagner 6-3, 6-1. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de ce tournoi, l'Open national du port autonome de Douala qui se poursuit jusqu'au 4 avril prochain. On rentre tout de suite dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat et on s'intéresse évidemment à la dernière sortie des Lions indomptables. Notre équipe nationale a participé à ce tournoi amical, la FIFA Série 2026, disputé du côté de Melbourne, de l'Australie. Et il faut rappeler que pour la première sortie du Cameroun, le Cameroun était tombé face à l'Australie 0 but contre 1 et hier, pour son deuxième match, le Cameroun a relevé la pente en s'imposant face à l'équipe de Chine. Jérôme Bango, comment est-ce que vous avez trouvé les Lions indomptables globalement dans cette compétition? Déjà, par rapport à la première rencontre face à l'Australie, je crois qu'on avait un dispositif un tout petit peu je vais dire du retour de la Coupe d'Afrique avec presque les mêmes éléments, sachant que nous sommes partis avec pas les mêmes cartes, c'est-à-dire qu'avec l'absence des cartes, je veux dire. Mais on a fait une très belle prestation. La première rencontre, ça nous a manqué un tout petit peu de lucidité et du baraka au niveau de la finition. Mais bon, contre la Chine, on a monté un dispositif différent. La Chine n'étant pas aussi un foutre de guerre comme l'Australie, on a essayé de présenter une autre figure, une autre équipe, et un autre style de jeu. Et on a vu que le Cameroun, actuellement, je crois que l'entraîneur aura beaucoup à se faire sur la dent parce qu'on a vu beaucoup la relève, la pépite. On a vu que les joueurs qui évoluent sur le plan local ont fait très belles prestations. On a découvert un Moubarak qui était déjà champion de U17 avec l'entraîneur, l'ancien Lion indomptable, j'ai oublié un peu le nom, qui a fait très belles prestations sur le côté droit. On a vu que c'est l'animation du jeu, le gardien de but qui évolue du côté de Montpellier a aussi fait très belles prestations. On a vu que vraiment au niveau de la relève, au niveau des joueurs, maintenant le coach peut avoir des multiples choix. Égard à ces deux rencontres. Maintenant, ça a été des matchs de prestige. Ça pourra tout simplement relancer un autre débat. Est-ce qu'il sera encore important de ramener certains joueurs qui avaient été bannis? Peut-être avant d'arriver, on va permettre également, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion quand même de regarder ces deux matchs. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir. Joël, le Cameroun dans ce tournoi FIFA, comment vous l'avez trouvé? Ouais, le Cameroun, je l'ai trouvé moyen. Ah. Si je dis je l'ai trouvé moyen, pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé, c'est d'abord un tournoi et une compétition où moi j'appelle ça les matchs de réglage. Les joueurs qu'on connaît déjà, comme j'ai suivi des commentaires et autres, puisque nous, Camerounais, on a toujours bavardé, cette équipe-là, je l'ai trouvée moyenne par rapport, tu vois, à la prestation qui a été produite lors du premier match, là où la finition était un problème. La finition était un problème. Oui. Ils ont tout fait, ils amenaient tout.
Le Cameroun était supérieur au niveau de la possession de balles face à l'Australie. Mais quand il fallait finir, ils ne finissent pas. Le moment où ça arrivait, c'est nous qui prenons de but. Alors, certainement, le coach a dû parler à ces éléments et faire quelques modifications. Et ça a apporté ce que ça a apporté. Bien sûr que la Chine également, l'équipe que moi j'ai vue, n'avait pas le niveau de l'Australie. Là, c'est allé comme ça et c'est passé comme c'est passé. Mais ce que le coach est en train de faire, ce que Pagou recherche maintenant, c'est la cohérence. Comment ces joueurs doivent s'entendre. Et maintenant, vient la cohésion au niveau du jeu. Parce que s'il n'y a pas cohérence et cohésion, une équipe ne peut pas bien s'en sortir. Ouais. D'accord. Alors, Martin Billet-Tanga, les deux intervenants, on parle de problème de finition, par exemple, enregistré lors du premier match face à l'Australie. Et Jérôme insistait que face à la Chine aussi, on a vu une autre équipe, on a vu un autre style de jeu. Et aussi une belle prestation de la part des joueurs locaux qui ont été appelés par le coach David Pagou pour ce tournoi amical. Quelle analyse globale est-ce que vous faites de ces deux matchs? Tu as posé la question, après il faut faire une analyse globale. Bon, pour ce qui est du premier match, il ne me semble pas qu'il s'agissait d'un problème de finition, c'était bien autre chose. Quand on parle de finition, en fait, c'est l'avant-dernière passe et le geste final. Et là, les Lions n'ont même pas eu la possibilité de faire l'avant-dernière passe avant d'arriver à la dernière passe pour faire le geste final. En fait, je pense qu'ils voulaient, sans utiliser les termes appropriés, c'était un problème d'animation offensive parce qu'en réalité, les Lions ne se créaient pas beaucoup d'occasions de but face à l'Australie. Mais ça aussi, c'était quelque chose de prévisible. C'était prévisible pour plusieurs raisons. Et ça, nous avons eu l'occasion de le dire. La première raison, c'était qu'il y a eu beaucoup de mouvements au sein de l'équipe. Tout à l'heure, coach était en train de le dire. Donc, ça fait qu'avec tous ces mouvements-là, il était difficile d'avoir de la cohérence, de la cohésion dans le groupe, des automatismes, cette complicité qui naturellement peut se trouver. Parce que c'est une sélection, ce n'est pas un club. En club, vous avez la possibilité de travailler au quotidien, tous les jours. Donc, vous peaufinez tout. Coach, donc toi, tu le sais, tu travailles tous les jours avec les gamins. Donc, lorsque tu prends juste des gars comme ça, il faut bien être... Vous avez besoin de temps pour travailler ça. Il n'y avait pas ce temps. Deuxièmement, il se posait un problème au niveau de la réaction des organismes. Les gars ont fait 23 heures de vol, avec tous les méfaits qu'il y a, et avec un gros déficit au niveau du décalage horaire, parce qu'en plus, ils ont voyagé vers l'Est. Quand tu parles, la plupart partaient de l'Europe pour l'Australie, donc en allant vers l'Est. Là, les méfaits du décalage horaire sont encore plus grands. Il faut environ un jour pour digérer 1 heure de décalage horaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont besoin de beaucoup de temps pour digérer le décalage horaire. Et avec les méfaits du voyage, ils se sont entraînés peut-être pendant 3 jours, avant de jouer. Donc logiquement, les organismes n'allaient pas être au point. C'était pas pour nous qui le savions. Nous savions bien que le rythme du match n'allait pas être très élevé, du moins côté camerounais. Parce que c'est vrai que les Australiens aussi ont des joueurs dont certains jouent aussi en Europe, mais que ça n'allait pas être très élevé. Oui, qu'ils allaient en souffrir. Donc, il y avait ça. Et voilà pourquoi, quelque part, malgré tout le bon travail que notre ami est en train de faire, nous n'étions pas totalement d'accord avec lui de penser que pour le premier match, il y aurait 11 joueurs qui allaient jouer ce match jusqu'à la fin. Peut-être faire, parce que justement, les organismes n'allaient pas répondre. Donc, quand quelqu'un est dans cet état, le faire jouer. Et là, immédiatement, j'ai dit, mais il n'y a pas un staff médical qui est au courant de ce genre de choses? Par exemple, moi, c'est la question que j'ai posée, que normalement, le staff médical doit être au courant de ça. Lorsque vous partez, que vous avez dit, hey,
l'attitude. C'est à quelle attitude par rapport au niveau de la mer? Quelle est la différence qu'il y a? Deuxièmement, le décalage horaire, ça a fait combien d'heures? Avec les heures de vol, et comment est-ce que ce genre de choses, et quelles seront les réponses organiques par rapport à ça? Oui, et à ce moment-là, oui, vous entretenez avec le coach. Il faut que le coach soit au courant. Lui, il peut ne pas être véritablement un spécialiste par rapport. C'est vrai que le coach Pago est aussi préparateur physique, mais c'est des données scientifiques dont tout le monde n'est pas nécessairement au courant. Donc, et étant au courant de ça, il va prendre donc sur lui dans la gestion, dans cette stratégie de gestion de son effectif par rapport à ce tournoi, il va prendre des dispositions par rapport à ça. Donc, et là, les Lions jouent bon. Pour ce match-là, en plus, l'autre volet, c'était que les Lions allaient donc être en face d'une équipe australienne qui, elle, était plus organisée parce que c'est des joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer et donc nettement mieux organisés que l'équipe des Lions qui regorgeait en son sein de beaucoup de nouveaux joueurs. Donc ça allait être un peu compliqué. La chance peut-être que les Lions ont eu pour ce match-là, c'est que autant que les Camerounais, les Australiens aussi avaient décidé de jouer avec un bloc médian. Donc tactiquement avec un bloc médian, ça fait que en première période, notamment les Lions sur le plan défensif n'ont pas beaucoup souffert parce que les Australiens ne pressaient pas beaucoup, ils nous laissaient au moins dans notre tiers défensif la possibilité d'avoir le ballon, d'essayer. Mais chaque fois qu'on voulait par exemple trouver des solutions vers l'avant, ça devenait extrêmement compliqué. La fluidité du jeu, il n'y avait pas la fluidité au niveau des échanges entre les défenseurs, ça donnait, mais le lien entre le milieu et entre la défense et le milieu de terrain, c'était compliqué. C'était encore plus compliqué entre le milieu et l'attaque. La conséquence, c'est qu'on n'a pratiquement jamais pu trouver Kofan, par exemple. Aérien surtout. Voilà, quand c'est les ballons aériens, c'est généralement à l'avantage de l'attaquant et des défenseurs. Et quand ça retombe au niveau du milieu de terrain, les Australiens étaient bien organisés pour les deuxièmes ballons, ils les gagnaient. Maintenant, pour les gars qui étaient sur le côté avec le système en 3-5-2, il fallait qu'il y ait une fluidité dans le jeu afin de trouver le décalage. Le décalage, on n'arrivait presque pas à le trouver. Le jeu a pensé beaucoup à droite du côté de Camden, mais quand ça pensait là, immédiatement, il était sous pression, il y avait une contrainte, il n'arrivait pas à exploiter. Donc ça plombait le jeu, du moins. Les solutions sur le plan offensif, oui, ça, on n'en trouvait pas beaucoup. Et le fait donc, comme on savait que les organismes allaient souffrir, on s'est dit attention, en seconde période, ça risque de prendre encore un peu plus de coups. Et la conséquence, c'est qu'on a vu des joueurs qui ont terminé le match pratiquement avec des crampes. On a dû remplacer d'ailleurs Yongwa pratiquement parce qu'il n'en pouvait plus. Donc tu vois ce genre de choses. Et au niveau donc, du coaching, je pense quand même qu'on aurait dû anticiper. Donc, dans ce que nous appelons généralement le temps du coaching, autant vous avez le money time, autant nous avons le temps du coaching à partir de la 60e minute où l'entraîneur joue maintenant. Parce qu'il a vu tout ce qu'il y a ainsi de suite. Au niveau de la fraîcheur physique, oui, il faut, au niveau des réajustements sur le plan tactique, il faut qu'il intervienne. Et là, on n'intervenait pas beaucoup parce que le staff avait en tête que non, les gars, ils vont jouer autant que possible et puis les autres aussi vont jouer. Mais finalement, il a dû faire 2 remplacements, bon, on va dire 2 et demi parce que le troisième intervient à la 93e minute. Alors que les Australiens, ils ont fait 8 remplacements. Tu sais, avec ces 8 remplacements-là, ça a permis d'amener, il a changé plus de 2 tiers de l'équipe. C'était pratiquement une autre équipe, ce qui a apporté une meilleure fraîcheur physique. Et ce manque de fraîcheur physique, ça fait qu'en seconde période, par exemple, les Australiens, ils obtiennent un pénalty. Le pénalty, ils l'obtiennent comment? Les Lions, logiquement, sont en place. Et quand ils sont en place, c'est que les Australiens sont en train de combiner. Ils ne doivent pas trouver des solutions dans l'autre camp. Ce n'est pas possible. À ce moment, ils ne doivent pas trouver, mais ils réussissent à combiner. Le ballon va et tu sens que les 2 paramètres essentiels de l'efficacité défensive, c'est-à-dire la densité et la rigueur. Il y a la densité, mais il n'y a pas suffisamment de rigueur. Les interventions ne sont pas là. Le gars fait le sang et quand Camden va intervenir, finalement, c'est une faute qu'il prend comme ça, peut-être bêtement, peut-être qu'il est déjà un peu fatigué. Parce que vous savez bien que quand quelqu'un est fatigué, le cerveau est mal oxygéné, il perd un peu en lucidité, il perd même au niveau de ses appuis. Ce genre, j'ai fait parfois des mauvais choix, des mauvaises interventions. Ça donne pénalty. Et par la suite, c'est le but qui est arrivé, et il est arrivé. Les Australiens parviennent à combiner à l'intérieur du bloc équipe camerounaise sans que les Camerounais, Tadini, aillent vraiment comme il fallait. Et là, ce geste qui est arrivé avec cette feinte et Koto qui se loupe un peu, le gars il prend. Donc pour moi, il y avait pas, c'était quelque chose qui se lisait assez naturellement. Par contre,
Pour le second match, pour le second match, je pense qu'il y a 5 points qui ont permis à ce qu'on voit cette équipe de cette manière. Peut-être qu'il y a un 6e. Le premier point, c'est que premièrement, on a eu plus de temps pour se préparer, donc parce qu'on a eu 4 jours en plus. Donc une meilleure adaptation maintenant des organismes par rapport à ce que donc logiquement les gars allaient être plus frais physiquement. Deuxièmement, il y a eu un nouveau système de jeu. Le système de jeu en 3-5-2, pour dire vrai, il y a une étude qui a été menée, je crois, en Première Ligue. On a constaté que les équipes qui jouent généralement en 3-5-2 parcourent un peu plus de distance que les autres équipes. Donc sur le terrain. Donc la conclusion de ça, c'est que ce système est un peu plus dispendieux que les autres. Mais comme c'est des footballeurs professionnels, on ne le ressent pas. Mais ils parcourent un peu plus de distance. Donc, ça a donc ces exigences, et notamment au niveau des joueurs de couloir qui sont toujours obligés de partir et revenir, ce genre de choses. Donc, c'est un système aussi qui demande un peu plus de travail pour qu'ils soient mis sur pied. Alors qu'avec un système avec 4 défenseurs, en 4-3-3, en 4-2-3 en haut, tout naturellement, même dans la petite enfance, des gars grandissent en jouant sur ces types de systèmes de jeu. Donc, facilement les repères. Voilà, ils y ont plus de repères. C'est d'ailleurs l'impression qu'ils nous ont donnée. Donc il y avait un système de jeu dans lequel les gars semblaient avoir plus de repères. Donc ça les a aidés. Le troisième point, c'est que les gars c'était un peu des délaissés entre guillemets. Donc pour la plupart d'entre eux, c'était leur premier match et ils avaient certainement envie de gagner des points et de gagner des points auprès du staff technique. Donc au niveau de la motivation, préparation psychologique et mentale, motivation, ce genre de choses, c'était plus facile donc parce qu'ils et donc ça faisait qu'ils allaient être très engagés sur le terrain. L'autre point, bien entendu, c'était le plan de jeu. Parce que pour ce match-là, les Lions ont décidé, le staff technique a décidé avec les Lions de ne plus jouer en bloc médian, de ne pas attendre les adversaires comme on l'a fait contre l'Australie. Il fallait donc aller chercher. Et là, ils sont allés chercher les adversaires. Ils ont mis de pression, ils ont mis beaucoup d'intensité dans le jeu. Étant prêts physiquement, comme je l'ai dit au premier point, étant prêts physiquement, ils ont multiplié beaucoup de courses, des sprints. Oui, ils n'étaient pas dans une construction de jeu patiente face à une équipe de Chine qui ne pressait pas beaucoup. Non, même lorsque ça ne pressait pas, eux, ils faisaient des appels de bas et dans les intervalles et dans les espaces pour mettre les autres sous pression. Ça a beaucoup aidé. Et puis le 5e point, c'était le coaching. Le coaching a changé parce que là, on n'a pas attendu la fin du match pour faire des changements. Donc, vers la 62e minute, au niveau du temps du coaching, immédiatement, on a commencé à faire des changements. Soit pour ce match-là, on a fait jusqu'à 5 changements. Donc, ça a fait que les gars qui avaient déjà assez donné pour cette première partie, donc on a pu leur permettre de se reposer et d'en faire entrer d'autres qui ont permis à l'équipe de se stabiliser. Les Lions ont bénéficié en plus de 2 choses. Premièrement, de la réussite, parce qu'ils marquent quand même très vite, parce que pour vous créer des occasions, ne vous marquez pas, ils marquent très vite, donc ça permet de gérer. Ils auraient même encore pu marquer d'autres buts, se sont créés des occasions de bidon. Et maintenant, l'autre aspect, c'est que les Chinois, étaient dans une situation où ils ne pressaient pas beaucoup, ils jouaient en bloc médian et en plus ne pressaient pas beaucoup. Et le bloc médian a les inconvénients du bloc haut et du bloc bas. C'est que, ils vous laissent la possibilité de construire le jeu hors de leur bloc. Mais l'autre, c'est que lorsque vous avez le ballon et que vous allez aller derrière eux, dans leur dos, s'ils n'ont pas assez travaillé au niveau du recul devant, notamment ce qu'on appelle le recul fuite, ils s'exposent aux situations de poursuite. Et là, face au Camerounais, ils s'exposaient parfois à ces situations de poursuite. Voilà. Et là, ils ne pressaient pas beaucoup et ça facilitait l'expression du jeu des Camerounais dans l'ensemble. J'ai été un peu long, je sais. Non. Le 7 technicien, par exemple, sur le plateau, c'est que le voilà. Mais quand même satisfait. Oui, comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être, surtout dans le match que je suis satisfait. Je reste toutefois mesuré et réservé parce que le match qui a donné plus de satisfaction, c'est le match contre la Chine. Mais en tant que technicien, je sais que
les Chinois, dans ce match-là, ne nous ont pas mis grandement en difficulté. Donc je ne peux pas... J'aimerais bien voir comment le Cameroun réagit. Oui, je ne peux pas insulter les joueurs parce que ce n'est pas les joueurs qui allaient dire aux Chinois que mettez-nous en difficulté, c'était aux Chinois de le faire. Dans le contexte de la situation qu'il y avait, les gars ont trouvé moyen de s'en sortir. Maintenant, on aimerait voir ces gars dans un match où il y aurait plus d'intensité de l'adversaire, une pression beaucoup plus forte, ce genre de choses, parce que le football, c'est un jeu de contraintes. Et il faut que nos joueurs jouent, c'est-à-dire qu'ils nous prouvent ce dont ils sont capables dans un match où il y a de fortes contraintes, une forte pression contre nous, voir de quoi ils sont capables. C'est à ce moment-là. Pour le moment, on n'était pas encore là. Et sur les joueurs locaux? Les joueurs locaux, il y en a deux qui ont été assez satisfaits quand même de oui, je pense que Moniébé, il a fait quand même le travail au niveau du milieu de terrain, encore que c'était un poste, parce que généralement il joue un peu plus bas, on lui a donné un rôle, il s'en est sorti, et puis France aussi de son côté, il n'a pas été si mal que ça, mais c'est vrai que la véritable révélation entre guillemets c'était Moubarak, dont Alice et Aliou, c'est lui, sur le côté, je pense pour moi c'est l'homme du match, c'est un gars qui a de la percussion. C'est un gars qui s'est provoqué, qui a une bonne vitesse, la rupture et tout, qui est capable de mettre les adversaires en difficulté. D'ailleurs, j'ai réfléchi longuement, j'ai dit, waouh, ce bonhomme peut pousser le staff technique à abandonner ce qui, logiquement, semble être le système de jeu favori du staff, c'est-à-dire le coach Pagou, il aime beaucoup jouer en 3-5-2, mais lorsque tu es en 3-5-2, utiliser un joueur comme Aliou, tu ne peux pas, c'est pas facile de l'utiliser sur le côté, parce que le système ne l'utilise, ce système ne permet pas, sauf à le mettre comme piston, mais tu le mets comme piston, ça veut le retour défensif aura un problème. S'il se concentre un peu trop sur le retour défensif, il aura des soucis maintenant sur le plan offensif. À ce moment-là, tu seras obligé donc de le mettre peut-être comme deuxième attaquant pour qu'il puisse parfois plonger à droite, parfois plonger à gauche. Si tu veux le mettre dans les meilleures conditions pour évoluer, tu reviendras dans un système où tu auras peut-être 3 attaquants, et avec 3 attaquants, lui sur un côté, que ce soit à gauche ou à droite, il peut te faire l'affaire. Donc ça peut le pousser à modifier son système de jeu. Alors, Marcel Hudom, vous avez quand même eu l'occasion de regarder ces 2 matchs. Oui, j'ai regardé les 2 matchs. Je vais dire, enfin, j'ai un technicien sur le plateau qui va dans le même sens que moi, parce que moi, je pense que David Pagou, pour un début, doit ouvrir sa base. Et je pense que sur les 2 matchs, il a montré qu'il a un projet, qu'il est venu avec un projet et que pour réussir sa mission, au vu du fait que les échéances sont un peu éloignées, c'est de rapidement construire une base où il observe les joueurs. Moi, par contre, à lui, moi, je dirais que c'était un match d'observation parce que au premier match, il a essayé de 3-5-2 et au deuxième match, il est parti en 4-4-3. 4-3-3. 4-2-3 en fait. Non, voilà. 4-2-3 au deuxième match. Oui, 4-2-3-1, oui. J'ai vu après le premier match des commentaires sur les réseaux sociaux qui m'ont inquiété parce que, comme toujours, le Camerounais, on veut toujours gagner sans aller d'un projet, sans aller. Qu'est-ce qui vous a inquiété dans ces... parce que c'est les Camerounais qui ont fait le commentaire, comme il dit. Oui. Ce qui m'a inquiété, c'est le fait que les gens pensent qu'on doit gagner demain sans commencer à travailler aujourd'hui. Ce que David Pagou est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il a ouvert sa base à de nouveaux joueurs. Il est allé jusqu'à montrer aux joueurs locaux que je peux vous faire confiance. Et il y a des années où notre équipe nationale, la base, le Nord-Du venait du pays. Et ça avait produit certains résultats. C'est vrai que les choses vont tellement vite. On est là en match dans une compétition amicale. Est-ce que c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudra reproduire quand le Cameroun sera engagé dans une compétition officielle? Non, c'est ça qu'on dit. Pourquoi vouloir gagner aujourd'hui avec les mêmes joueurs et arriver à la compétition officielle, utiliser les mêmes joueurs sans donner la possibilité de regarder d'autres joueurs qui peuvent venir les challenger? Parce qu'il est question de remettre en question des joueurs qui sont confortablement assis. Parce que je crois que c'est le problème qu'on a dans une équipe lorsqu'on va atteindre la performance.
vous avez vu au premier match, les autres n'ont pas assuré et je pense qu'il a bien expliqué. Au second match, les autres ont mieux joué. Aujourd'hui, ceux qui ont joué le premier match vont se remettre en question. Maintenant, ceux même qui n'ont pas été sélectionnés, c'est pareil. Parce qu'il y a ces débats des cadres qui n'ont pas été sélectionnés. Mais je pense que les raisons derrière, c'était d'ouvrir la base. Et je crois que le coach a dû expliquer à ces cadres-là. Parce que pour ne pas sélectionner un cadre, il faut bien discuter avec lui pour qu'il partage ton point de vue et partage le projet avec lequel il vient. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent se donner à fond pour qu'on ait des résultats. On a eu des problèmes avec l'équipe de Marc Price parce que c'était les mêmes noms qui revenaient. Bien qu'on changeait, on est allé au point où certains cadres pensaient qu'ils devaient imposer les lois à l'entraîneur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ils doivent se remettre régulièrement en question pour que les résultats suivent. Jérôme, c'est... Oui, Jérôme, vous souhaitez justement parler, évoquer cet aspect de la chose. Bon, on ne va pas parler des bannis. Moi, je peux faire peut-être parler des absents, des grands absents de ce tournoi FIFA Série 2026. Vous disiez peut-être, après ce qui vient de se passer, mener une réflexion là-dessus. Oui, ben, je crois que déjà, les Camerounais dans leur généralité doivent déjà se contenter du fait que le Cameroun ait assez de possibilités, assez de très bons joueurs sur le plan local que sur le plan international. Maintenant, le choix de l'entraîneur, moi je crois que, comme venait de dire le coach du Dôme sur le plateau, les joueurs cadres, ça, dans toutes les nations du monde, le coach Billet étant là, il y a toujours, ça existe dans toutes les nations au niveau des sélections. Les joueurs cadres sont là. Maintenant, ça c'est un match prestige. Pourquoi est-ce que Carlos n'est pas arrivé? Pourquoi Brian Bemo n'est pas là? Pourquoi machin tout? Non, ils ont les contraintes avec leur club au niveau avec leur club professionnel. On sait par exemple que Brian Bemo avait constaté une blessure et que Manchester n'a pas envie de le relancer parce que son début de saison n'est pas très bon avec Manchester United. On sait que Carlos Baleba a des possibilités, 90% de partie du club de Brighton et que les autres écuries sont en train de l'observer pour le moment. Les Ambonguis, ça venait de reprendre avec le Napoli et les autres. Donc c'est un choix d'entraîneur et puis toujours la fenêtre FIFA permet, c'est un peu comme un match prestige, c'est un match amical, ça permet de regarder aussi d'autres intentions, d'autres joueurs qui peuvent plus tard, et avec leurs performances en club, rejoindre au niveau de la sélection. Et puis ça donne aussi la concurrence que de savoir que voilà, on peut compter sur X et sur Y. Ça permet à l'entraîneur d'avoir assez de panels, assez de possibilités de choix. Donc pour les joueurs cadres, moi je ne suis pas inquiet, c'est pas qu'ils n'ont pas des qualités, mais une fenêtre FIFA, vous n'allez pas déranger à quelqu'un comme Brian par exemple, auquel Manchester demande plus de résultats, et les autres, les Ambo et les autres joueurs qui n'ont pas rejoint la sélection. Même si les spectateurs qui arrivent au stade, ils aiment bien voir les stars, comme on dit. Ils aiment voir les stars. Et puis souvent, d'autres nations sont exigeants envers ces stars. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander un match amical contre le Brésil sans, par exemple, Vinicius Junior et autres. Donc, d'autres, ça dépend. Donc, et puis, ça dépend aussi de ce que celui qui vous demande le match amical souhaite avoir. Ben, vous voulez la sélection camerounaise, on vous produit 8 locaux, 6 qui viennent du côté de l'international et on fait une sélection. Mais il y a d'autres qui disent par exemple que ok, si tel et tel ne sont pas là, vraiment ça ne pourra pas honorer parce que ça fait les recettes du stade. Donc également ça, ben, je dis, ça n'a pas très grand impact, mais ça permet tout simplement de voir. Nous on a découvert par exemple un Camden qui évolue du côté pas en bon championnat du côté du Brésil, qui a été performant. On a découvert Fosso, qui est très bien évolué. On a beaucoup de certains gars, là, Moubara, on venait de le dire, qui est tout feu, tout flamme, qui malgré la grande sélection avec tous ces 14-là, peut jouer comme titulaire. Moi, ça c'est mon avis. Donc maintenant, on a vu aussi que dans un système qu'Ofan ne s'en sort pas avec un certain nombre d'éléments, et qu'il faudra peut-être associer X et Y, parce que moi j'ai voulu le voir à la fin du match, qu'on l'associe par exemple avec Eta, mais ça n'a pas été, mais j'ai dit Moubarak vraiment chapeau, et je crois qu'il a un peu, avec ça,
Et si on varie notre système, je crois que le Cameroun on a vraiment pas de soucis à se faire. C'était quand même intéressant de revoir Eta Eyon. Oui, c'est bien pour lui. On sait que du côté de l'Eventé, il ne fait pas très belle prestation, qu'il est revenu marqué contre la Chine. Et puis voilà, c'est toujours de bonne guerre. Ça permet, la sélection nationale est là pour permettre de relancer un certain nombre de joueurs qui, dans leur club, n'arrivent pas à performer. Donc, voilà un tout petit peu ça. Donc, moi, je dis, c'est pas grave. Pagou a un peu une autre lecture, c'est de voir d'autres joueurs et voir un peu quel pourra être l'impact au niveau des prochaines sélections. Oui. Joël voulait réagir tout à l'heure. Oui, bon. Il a presque tout dit, sauf si peut-être j'ajoute ceci. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au départ, que ces matchs-là, ce sont les matchs de réglage. Réglage, comme il venait de finir, là, comme quoi Pagou a envie de voir ce que valent les autres joueurs, les nationaux ou bien ceux qui sont les binationaux, qui sont à l'extérieur mais qui n'ont jamais été appelés. Et tout ça, ça fait la même chose. Sauf que le Cameroun, ce que toi et moi, on est devant l'écran, c'est le seul pays au monde où un enfant naît, on veut qu'il marche le même jour. Tu sais, ce que j'ai coutume de dire, c'est que le travail d'un entraîneur, c'est pas de se faire des amis, c'est de prendre les meilleures décisions possibles pour l'équipe. Certaines de ces décisions peuvent être impopulaires pendant un temps, mais si tu n'es pas là pour te faire des amis, tu dois prendre les meilleures décisions possibles pour le groupe. Là, oui, c'est ça aussi le principe de la responsabilité. Là, en l'occurrence, je pense que le coach a eu à gérer l'équipe pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et on n'avait pas besoin d'être à l'intérieur du groupe pour se rendre compte qu'il y avait des limites au niveau de la sélection de certains joueurs, notamment à un poste au moins, ce qui a été très visible. Par exemple, dans le système qu'il utilisait, il y avait un seul piston droit. Donc à chaque fois, par exemple, que Tchama avait des problèmes, oui, on était en train d'essayer de traficoter, de s'adapter à eux. Voilà, même contre le Maroc, par exemple, ça nous a causé un préjudice. Au point, on a été obligé de changer de système de jeu. Donc peut-être que c'était la première sélection qu'il avait eu à faire avec des joueurs. Il est parti avec, il s'est rendu certainement compte de certaines choses. Donc il avait besoin d'une profondeur au niveau de son banc de touche. Il a décidé de dire bon, je vais profiter de ce tournoi pour convoquer de nouveaux joueurs pour voir ceux qui pourront mettre utile pour la suite. Il vaut mieux que je le fasse dans un tournoi amical tel que celui-ci. Parce que vous savez bien, ça c'est Emmanuel Kant l'a dit, la recherche de la connaissance passe aussi par des tâtonnements. C'est une démarche, logique, scientifique. Tu fais des tâtonnements, parfois tu procèdes par élimination pour voir ce qui va donner. Et là, il a fait des essais, il a fait donc ces tâtonnements-là, si on peut le dire ainsi, mais ça lui a permis aujourd'hui certainement d'avoir de meilleures informations sur les joueurs autres. Donc, il va faire sa sélection dans tout ce qui s'est passé là. Il ne va pas sélectionner tout le monde, il va prendre certainement certains, il va associer avec ceux qui n'étaient pas là, certains de ceux qui n'étaient pas là pour former désormais un meilleur groupe. Et rien. Aujourd'hui, au moins, avec ce travail, on est à peu près sûr que le Cameroun a désormais un vivier suffisant qui va lui permettre d'avoir une profondeur de bande de touche. Maintenant, il va se poser, comme les cadres n'étaient pas là, il peut se poser dès le départ, notamment au niveau du premier match, si les joueurs n'arrivent pas vite au prochain regroupement FIFA, si ce n'est pas un regroupement amical, il peut se poser un problème du fait que les joueurs cadres viendront avec peut-être certains nouveaux qui viendront, le temps pour eux, pour qu'on associe, pour qu'il y ait une cohésion de groupe, il peut se poser un peu ça aussi. Il faut qu'on soit déjà averti par rapport, parce que ce n'est pas sur un coup de baguette magique que ça se fait. Hein. Donc il faut une vie sociale, une vie en groupe. Il faut des entraînements en commun, un travail en commun pour que certaines choses puissent se faire, que la mayonnaise tienne. Donc nous qui sommes des entraîneurs, normalement on anticipe sur ça, on est déjà au courant de ça. Voilà pourquoi est-ce que on comprend mieux ce qui est en train de se passer et qu'on n'est pas là tout le temps pour critiquer et juste pour le plaisir de critiquer. Mais là où ce n'est pas bon aussi, là où il y a des limites, nous sommes appelés à dire qu'attention, ici là peut-être qu'il y avait une bonne idée derrière, mais il faut faire attention, ça peut être préjudiciable. Oui, d'accord. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais avoir quand même votre avis sur la dernière actu foot dans le monde qui est évidemment les
derniers qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde prévue donc du côté du mois de juillet, du côté des États-Unis, Mexique, Canada. Jérôme, hier, concernant évidemment l'Afrique, on était en train de regarder un peu évidemment ce match RDC Jamaïque, et au finish la République démocratique du Congo a réussi à se qualifier en but à 0 face à la sélection jamaïcaine, et cela permet également à l'Afrique, à la CAF, de positionner 10 pays sur 10. Oui, je crois que c'est une réelle satisfaction et vraiment content pour l'Afrique. Mais je dis, j'étais un peu déçu par rapport à cette rencontre qui déjà a pris le temps. Il fallait vivre ce match très tard dans la nuit. Je n'ai pas compris un peu l'équipe congolaise, parce que l'équipe congolaise qu'on a vue pendant ces barrages, tout feu, tout flamme, face au Cameroun, face au Nigeria. Et je vais un tout petit peu la retenue face à l'équipe jamaïcaine. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, lorsqu'on regarde les prestations de Wissa, ça n'a pas été ça. Lorsqu'on regarde Bakambu, ça n'a pas été ça. Mais bon, au finish, la qualification a été là. On a dit, voilà, c'est bien pour l'Afrique, félicitations. Et l'Afrique aura ses 10 places. Vraiment, moi, ça m'a aussi fait, lorsque j'allais me coucher, ça m'a fait bon au cœur. Lorsqu'on sait 10 pays, que le Cameroun n'étant pas dans ces 10 pays-là. Ça vous a fait mal au cœur. Oui, on peut citer les Camerounais ont très mal hier. On dit, ben voilà. Pour se qualifier, qu'il y avait encore 2 pays. Il y a 10 ans de se qualifier. Voilà, donc vraiment, ça fait. Et puis, j'ai été aussi très, très mal pris, parce que savoir que l'Italie, pour sa 3e fois, n'est pas en Coupe du Monde, face à la Bosnie, je dis vraiment, c'est le coup de tonnerre. Et puis, c'est une équipe qu'on aime bien regarder. Voilà, moi j'ai plus pleuré pour l'Italie, parce que je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça fonctionne bien ailleurs, mais ça n'arrive pas à passer pour l'Italie. L'Italie, même au barrage, n'arrive pas à passer face à la Bosnie. Je dis, il faudra peut-être revoir la situation du côté de toute la squad Azura. Mais bon, malheureusement, on va dire bravo à l'équipe du Congo. Et puis moi, je n'ai pas pu comprendre ça pour le Ghana. Je ne comprends pas que le Ghana, qui a son entraîneur, par un match amical, on arrive à l'injecter. Je dis, mais là, c'était tellement rude. Mais bon, je dis bravo à ceux-là qui sont qualifiés. On a limogé. On a limogé, là, devait gagner après son match amical contre l'Allemagne. Après la défaite contre l'Allemagne 2-1, on décide je dis, là, la fédération est tellement rude envers cet entraîneur ado. Je dis, bon, voilà, mais bon, c'est aussi ça le sport, c'est aussi ça les entraîneurs, ça paye cash par moment. Peut-être que le gars a refusé de céder à certaines choix de certains joueurs, donc, mais bon, voilà, c'est aussi ça, on dit bravo au Congo, qui toute la nuit à Kinshasa, ça joué, du côté de l'Italie, vraiment. C'est les grands là. Mais bon, c'est aussi ça le football. Il faudra accepter les bons moments. Quand ça commence à se répéter là. Et 3 ans de suite pour l'Italie. Vraiment, je crois que. 3 ans, hein. 3 éditions de suite. Vraiment, ça commence à grincer les dents du côté de l'Italie. Et puis, ben voilà. Alors que à côté d'elle, la Suisse part, la France part, l'Allemagne part. Et puis, on se dit quand même là. Ça devient déjà de trop. Bon, espérons que les 10 nations africaines, qu'elles vont vraiment représenter, c'est ce qu'il faudra attendre. La République tchèque. Il faudra vraiment représenter. Lors de cette compétition. Marcia Youdom. Le Congo est qualifié, c'est bien pour nous. C'est bien pour l'Afrique. Ce sont nos voisins, nous sommes. C'est un pays de l'Afrique centrale. On ne peut que retenir des leçons. Comment le Congo a fait pour se qualifier? Ils ont mis en place un groupe, ils ont fait revenir les binationaux. Et voilà, aujourd'hui, au bout d'un travail acharné... C'est la touche de l'entraîneur. Oui, c'est pas seulement l'entraîneur, c'est un tout. Un projet, c'est pas seulement l'entraîneur, c'est la fédération, c'est les moyens qu'on donne à la fédération. Et au contraire de nous, on a eu... pendant qu'il fallait se concentrer sur le sportif, on avait le ministre qui ne s'entendait pas avec le président, l'entraîneur qui était contesté par la fédération. Donc aujourd'hui, il faut seulement qu'on retienne les leçons et voilà. On espère que David Pagou, qui a commencé un travail,
n'aura pas les mêmes problèmes. Il faut déjà rapidement, à mon avis, qu'il soit, permettez-moi de sortir un peu, à mon avis, qu'il soit titularisé à ce poste. Sous contrat. Qu'il ne soit plus l'entraîneur du club, du championnat et de l'équipe nationale en même temps. Oui, qu'il se concentre parce que c'est une tâche pas du tout facile. Il doit observer les joueurs et croyez-moi, on n'observe pas un joueur. Quand vous observez un joueur à l'écran et voir ce joueur-là à l'entraînement et même en match, parce qu'on n'observe pas que le joueur pendant le match, il faut aller à l'entraînement, si possible échanger avec son entraîneur, changer avec son environnement, voir comment il se comporte. Parce qu'en réalité, un entraîneur a un esprit qui veut prôner. Et par rapport à ça, il faut prendre des joueurs qui vont accepter cet esprit-là. Donc, je pense que le Congo, aujourd'hui, a fait un travail de fond. Et nous devons simplement, on ne va pas dire copier parce que nous savons ce qu'il a fait. On doit, je vais dire, laisser chacun faire son travail. Et surtout, comme on a l'habitude de laisser les entraîneurs expatriés, je veux dire les Blancs, travailler jusqu'au bout de leurs résultats, qu'on laisse le Camerounais qu'on a mis aujourd'hui à la tête travailler jusqu'au bout de son résultat et qu'on évite juste on évite les trafics d'influence pour influencer ses choix. Qu'il assume. Alors, qu'est-ce que peut-être vous attendez? Jérôme disait tout à l'heure, les 10 pays africains qui seront en cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de ces pays-là, ces pays qualifiés? Que ces pays fassent comme nous on a fait. Nous avons fait passer le continent de 2 à 3 à 5 places. Dans le passé, que ces pays-là portent haut le drapeau, je vais dire, africain, des pays africains, et que ces débats de quotas réduits en Afrique cessent et qu'on a un quota un peu plus intéressant. C'est tout ce qu'on peut attendre. Pourquoi pas avoir un pays africain champion du monde? Aujourd'hui, je pense que tout est possible, même si, on va dire, les chances sont réduites, mais il y a ces chances-là qu'on peut augmenter en étant un peu plus organisé, un peu plus sérieux. Pas commencer faux débats comme je vois au Maroc. Il y a ces débats au niveau de l'entraîneur, je ne sais pas. L'entraîneur est parti aussi, Walid est parti. Voilà, donc... Walid est parti depuis. Walid est parti après la CAN. Oui. Donc les pays se préparent bien, qu'on soit sérieux et qu'on se comporte comme les autres pays. On a vu la France, on a vu le Brésil. Aujourd'hui, l'entraîneur brésilien, l'entraîneur français, clairement, peuvent vous sortir une liste de sélectionnés pour la Coupe du Monde. Nous, en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Donc, qu'on mette un peu plus de sérieux simplement. Et puis, je pense qu'on peut rêver. Petit commentaire aussi, Joël, par rapport à ces Africains-là qui s'apprêtent évidemment à participer à la Coupe du Monde. Petit commentaire. C'est vrai que le Cameroun sera le grand absent. Le Cameroun est le grand absent, tout comme les années où les éditions où le Cameroun était qualifié, les pays qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là. Donc, fierté pour toutes ces nations-là pour le moment. Hein, le Cap-Vert qu'on est en train de voir là aujourd'hui n'était pas, mais allons seulement le supporter pour que chaque pays africain qui représente le continent fasse des prestations. Voilà. Alors, et beaucoup plus bravo encore pour mon frère d'à côté. Le Congo, c'est l'Afrique centrale. Puisqu'on n'était pas représenté, c'est la seule personne. Le seul pays d'Afrique centrale. Le seul pays d'Afrique centrale. Et tout le temps, quand le Cameroun allait, c'est lui de l'Afrique centrale qui représentait toujours notre zone. Ouais. Bon. Vous étiez derrière nous. Le Congo nous a toujours supportés. Oui. Voilà. 52 ans après, c'était en 1974. C'est vrai. En Allemagne, il y a de quoi... Plus d'un demi-siècle. Ils reviennent de loin, les Congolais. Alors, je termine par vous, coach Biletanga, ces Africains-là qui vont participer à la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez peut-être quelques coups de cœur? Quelques coups de cœur. Oui, il y a le Maroc, qui est
comment dire, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Qui sera forcément attendu. Il y a le Sénégal, oui. Donc certainement. Le problème, il y a l'Algérie. Le problème souvent avec les équipes comme l'Algérie, c'est que lorsque ça devient très dur, donc lorsque l'adversité est très dure, ils ont tendance à lâcher. Et à la Côte d'Ivoire avait un peu de réussite, donc ça peut faire aussi un bon parcours, pourquoi pas. Bon, les autres, ils viennent chasser leur entraîneur, c'est difficile de leur faire confiance. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe du Congo, tout à l'heure, Bango était en train de parler, mais il faut dire peut-être, ça va aider. Moi, j'ai regardé le match, j'ai juste regardé la première période parce que par la suite, je ne pouvais plus tenir tellement j'étais fatigué, j'avais fait du sport. C'est que le match se jouait sous forte canicule. Oui, le match se jouait sous forte canicule. Voilà, et quand la canicule est à ce niveau-là, il faut savoir que oui, ça baisse les capacités physiques des joueurs. Oui, ça baisse. Je ne vais pas entrer, mais la VMA des joueurs baisse entre 8 et 25%. C'est énorme. Donc, c'est difficile de voir les joueurs répéter certains efforts, c'est très compliqué. Donc voilà pourquoi, même instinctivement, ils vont se réserver un peu, jouer. Parce que moi, je m'attendais à voir un match. Et quand j'ai vu, avec ce soleil-ci, tu vois, tous les jours, là, quand on est là, tu es souvent au stade, là, les gars qui jouent là à 13h, c'est là. Oui, donc c'est pas. Je pense que ça a eu un impact sur leur production. Mais Dieu merci, l'essentiel a été sauf. Donc ils ont pu se qualifier. En général, quand il y a un climat de ce genre, il faut anticiper. C'est-à-dire, le staff technique, il faut anticiper avec le staff médical. Donc, chaque fois que les gars jouent, il faut que celui qui soit en train de s'hydrater et verser un peu pour baisser un peu la température. Comme ça, ils peuvent partir, revenir, mais de façon beaucoup plus régulière. C'est pas évident. Donc, je pense que ça met l'essentiel est sauf. D'accord. Merci bien. On va donc rappeler que pour ces équipes africaines qualifiées donc pour la Coupe du Monde 2026, c'est donc le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. J'espère n'avoir évidemment le Congo, la RDC. Voilà, les 10 pays africains qui vont donc participer à la prochaine édition de la Coupe du Monde de football. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Effectivement, merci à vous, messieurs, d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à vous également de nous avoir regardés. Merci à toute la grosse équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen à la réalisation ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.